d'invocations solennelles que vous faites à travers le monde pour nous aider à continuer à accomplir ce ministère à la fois redoutable et merveilleux, celui de l'éveil, de l'émancipation africaine. Merci infiniment. Alors, pour ceux qui sont dans tous les autres pays africains, les possibilités les plus évidentes d'avoir le livre en Afrique centrale, c'est vraiment de le commander via Amazon. Amazon peut livrer partout. En attendant que nous constituions des dépôts dans les capitales africaines, ce qui peut être tout à fait envisagé, Amazon peut vous livrer pour le moment partout. En Afrique de l'Ouest, la distribution se fait à partir de Bamako, en bonne entente avec la librairie Grand Hôtel et les éditions Bandama. Les éditions de l'Institut de l'Afrique des Libertés travaillent pour la zone Afrique de l'Ouest avec ces structures-là pour la diffusion du livre. Voilà. Je tenais à vous remercier vraiment pour la formidable aventure que ce livre est en train de connaître. Et je voudrais appeler celles et ceux parmi vous ce soir qui n'avaient pas encore commandé votre livre, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, vous n'avez plus d'excuses de ne pas avoir ce livre à la maison. C'est un livre de référence, c'est le livre de la rupture avec le grand mensonge du XXIe siècle contre l'Afrique. Vraiment, ce livre doit être à la maison, il doit être lu par toutes les générations, car il est la base à partir de laquelle on peut réapprécier la réalité des relations internationales africaines. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour en faire vraiment une pièce du musée familial, comme beaucoup sont en train de le faire à travers le monde. Merci encore, merci de votre amitié, merci de votre solidarité, merci à celles et ceux qui partagent nos émissions et qui, prennent des abonnements spéciaux sur nos pages. Merci. Soyez bénis. Le livre coûte en moyenne 16 €. Alors, quand il a été transporté, il vous revient à 20 €. Si vous l'achetez directement chez Amazon, il vous coûte 16 €. En Afrique de l'Ouest, il vous coûte 10 000 francs CFA. Quand vous viendrez l'acheter à mon stand, vous l'achèterez 20 € parce que je le fais transporter pour vous le livrer. Vous l'achèterez 20 € si vous venez l'acheter à mon stand. Parce que je l'aurais fait transporter pour vous le faire livrer. Mais ça coûte à peu près la même chose. Le prix du livre est autour de 16 €. Et le transport doit coûter peut-être 2 ou 3 €, soit toujours environ 20 € au total, pour que vous l'ayez dans votre boîte, en Europe, en Amérique et dans les îles. Merci infiniment. Alors, il y a une version numérique du livre qui coûte moins de 10 €. Vous pouvez également sur Amazon acheter le livre en PDF. Si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas l'acheter en version papier. Mais la version papier est monumentale. Soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous. Aya Sidibé, bonne soirée. Mike Bennett, mon frère de Guadeloupe. Je salue mon jeune frère, l'avocat maître Jean Kenol Blanc de Barbier, à Haïti. Béni sois-tu, mon cher Jean Kenol Blanc de Barbier. Antonio Oscar Zissou, bonsoir à vous. Marie-Mariam Diega, sois béni. Ben Songlondé, sois béni. Paix, joie et amour, partout dans le monde. Daniel Melissa Ngengaput, sois béni ma jeune sœur. Michael Sidibé, Compaoré Salifou. À bientôt à Ouagadougou.
Thomas Kodjo, soyez bénis. Diamond Noir, merci beaucoup. Et Zembele, bonsoir. Mams. Non, je vais vous donner le lieu. On n'a pas encore réservé le lieu. Je vais vous donner le lieu de la conférence de presse suivie d'une dédicace. Conférence de presse du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, suivie d'une dédicace de votre serviteur. Le lieu va vous être communiqué avant la fin de cette semaine. Mais la conférence de presse a lieu le 22 mars 2025 à Paris. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Et elle aura lieu l'après-midi à partir de 14h. À partir de 14h. Maman merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, combien étions-nous aujourd'hui? Combien étions-nous aujourd'hui? J'aime bien vous le dire. Nous étions sur YouTube, près de 5000 en moyenne. Plus de 5000 en moyenne. Nous étions près de 1000 sur Facebook. Et nous allons voir combien nous étions sur TikTok. Bonsoir à vous sur TikTok et merci de partager l'émission. Et merci de commander votre exemplaire de l'impérial terrorisme. Le menu succulent. Chers frères, la MRC met à mal la cohésion nationale depuis 2018. Si je pars de l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai énormément de cas où des Camerounais ont été tués par des représentants du gouvernement en place, sous le haut commandement de Paul Biya en personne. Je n'ai aucun exemple de quelqu'un qui a perdu la vie à cause du MRC. Est-ce que tu as des contre-exemples, quelqu'un qui peut se plaindre que le MRC a ôté la vie à d'un membre de sa famille? Parce que pour Paul Biya, j'ai 1000 exemples. Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas voir que celui qui a détruit la cohésion sociale, c'est celui qui a massacré ses concitoyens. Et tu as quand même vu la destruction de la cohésion nationale chez celui qui n'a aucun sang sur les mains à déplorer. Tu veux qu'on entre dans les détails et qu'on voit un peu qui a commis le plus, enfin qui a détruit en fait le Cameroun? Tu veux qu'on entre dans les détails ou je te renvoie la parole immédiatement parce qu'on entrera dans les détails, j'ai tout le temps. Est-ce que tu as l'exemple d'un MRCiste qui a ôté la vie à un Camerounais? Parce que pour le RDPC, je risque citer énormément, hein. On va devoir me couper. Attends. Bon, dis-moi. MCM, à toi la parole. Ah, j'ai la parole. Ok, oui. Merci de me passer. Merci la parole. Je vous ai suivi. J'ai parlé de la cohésion sociale parce que notre socle, la vision de notre leader politique, c'est sur la souveraineté nationale, la base de sa politique sur la souveraineté nationale et sur la cohésion sociale. Et nous avons constaté que depuis 2018, je ne vous ai pas accusé d'avoir tué. Je veux que tu répondes à la question. Voilà. Donc, c'est vous qui avez, voilà, non, vous êtes d'accord avec moi que vous mettez à mal la cohésion sociale? Non, pas du tout. Ok. Mais vous avez dit que vous étiez d'accord. Est-ce qu'on construit, tu as dit que tu veux que ça se passe bien, donc respectons-nous, ne me prête pas les mots. Je ne suis d'accord avec rien de ce que tu as dit. Est-ce qu'on crée la cohésion sociale? Est-ce qu'on crée la cohésion sociale en ôtant la vie? Parce que tu me dis, tu n'as pas parlé des morts, tu n'as pas de cohésion sociale. Cite-moi comment on crée la cohésion sociale en ôtant la vie. Quelqu'un vient chez toi, il massacre ton cousin. La cohésion sociale intervient à quel niveau? Parce que Paul Biya a assassiné des Camerounais, a roulé des femmes dans la boue,
a été même incapable d'écouter, enfin tu as dit à partir de 2018, donc enlevant même la genèse de la crise du Nozo. Mais bon, je vais répondre directement à ta question pour gagner en temps. Cher ami, soyons sérieux. Tu dis que le MRC met à mal la cohésion sociale en raison des actions des activistes de la diaspora. Déjà, les activistes de la diaspora, c'est des gens qui sont libres de leurs actions. C'est-à-dire, le MRC n'a pas une unité qu'on appelle la brigade anti-sardinat. C'est des activistes qui se sont réunis pour dénoncer le fait qu'au lieu de convaincre par son programme politique, Paul Biya donnait des sardines et du pain à des Camerounais pour qu'ils aillent voter pour lui, d'où le nom de sardinard. Tu es Camerounais, tu es censé savoir cela. Ils ont donc formé leur brigade anti-sardinard, c'est-à-dire pour se dresser contre tous les soutiens de la sardine, enfin du projet politique sardine, notamment en diaspora. Leurs actions, je pense qu'ils sont des personnalités publiques qui assument leur visage et leur nom, qui assument leurs actions, y compris devant les autorités européennes. Et si maintenant ils considèrent que Maurice Kamto est celui qui a la meilleure offre politique pour le pays, mais pourquoi tu veux que je leur dise que non, Maurice Kamto n'a pas la meilleure offre politique pour le pays? C'est comme si un tueur en série quelque part dit que lui, il soutient Maurice Kamto. Maurice Kamto ne soutient pas les meurtres en série, mais Maurice Kamto ne peut pas empêcher le tueur en série de l'aimer. En fait, tu es très conscient de ce que je dis. Mais comme vous faites dans la roublardise, évidemment, vous avez besoin de créer des choses qui n'existent pas. Est-ce qu'il y a une structure légalement reconnue qui s'appelle le MRC BAS? La brigade anti-sardinard est considérée comme un groupuscule terroriste par le gouvernement camerounais. Si tu dis que le MRC et la BAS sont la même structure, je te pose la question pourquoi le régime n'a pas interdit le MRC? Pourquoi le régime laisse donc prospérer une organisation terroriste? Tu vois que vous êtes coincé dans votre propre délire. Si la brigade anti-sardinard est une unité du MRC et qu'elle est reconnue comme terroriste, le MRC aussi devrait être considéré comme un parti terroriste et être interdit, être aboli, être démantelé. Or, ce n'est pas le cas. Vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez pas, parce qu'il est formellement impossible de justifier cela. Est-ce que les États-Unis permettent à Al-Qaïda de se déployer aux États-Unis? Non, parce que Al-Qaïda est une organisation terroriste. Vous permettez au MRC de se déployer, ça veut dire que le MRC est un parti politique. Donc si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi aussi les gens à qui tu poses des questions. Le MRC BAS n'existe pas, et tu le sais. Légalement, ça n'existe nulle part. Ni en diaspora, ni au Cameroun. C'est du blabla créé par vos soins pour avoir des choses à dire. Mais tu sais très bien que ça n'existe pas. Sinon, interdisez donc le MRC, puisque vous avez tous les éléments que c'est une organisation terroriste. Ne soyez pas inconséquents. Revenons donc sur le tissu, la cohésion sociale. Mon ami, la cohésion sociale existe quand on respecte l'état de droit. Dans la loi du 19 décembre 90 portant liberté de réunion et liberté de manifestation, les lois 90/55 et 90/56 du 19 décembre 90, il est consacré que la manifestation est une prérogative du citoyen. Il a le droit de manifester et de revendiquer ce que de droit. Vous n'avez aucune raison de le lui interdire. Il est d'ailleurs mentionné, je crois que c'est l'alinéa 3 du paragraphe 4, que Monsieur le sous-préfet, l'autorité administrative, en tout cas, délivre immédiatement le récépissé lorsque la manifestation est déclarée. On ne dit pas on cherche l'autorisation. Ils sont payés par l'argent des impôts des Camerounais, dont ils ont l'obligation d'accepter les manifestations. Et c'est leur rôle d'encadrer puisqu'ils sont payés afin qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce que Paul Biya respecte l'état de droit et les manifestations publiques? Non, pas du tout. Au contraire, quand les gens voulant donc faire respecter la constitution camerounaise qui permet aux Camerounais de manifester, sont allés manifester. Qu'est-ce que vous avez fait en 2019? Vous leur avez tiré dessus. Et tu sais pourquoi ils sont allés manifester? Pour 3 choses. La première, c'est pour que la paix revienne au Nozo. Même toi, tu ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a une insécurité totale. Et donc, on voulait la mise sur pied d'un dialogue national incluant la question de la forme de l'État et incluant les belligérants principaux avec la présence de Paul Biya lui-même pour que le dialogue soit sérieux et débouche sur un début de solution. Rien de cela n'a été. Les gens sont donc allés manifester pour un retour à la paix. Le deuxième motif, c'était la vérité sur les fonds de la CAN. Mon cher, est-ce que tu sais que la moitié du budget de l'État, 3 000 milliards, a été englouti par des stades qui ne sont même pas achevés à ce jour? Comment est-il possible que tous ceux qui ont volé cet argent soient encore en liberté et que c'est ceux qui ont manifesté contre ce vol soient en prison quand tu me parles de cohésion sociale? Le troisième élément, c'était sur le recomptage des voix et la vérité sur les urnes. Quand on est sûr d'avoir gagné, on fait comme avec de l'autre côté de l'Atlantique, la Michel Martelly, on procède à un recomptage des voix, on prouve qu'on a, on réaffirme qu'on a gagné et voilà, on quitte dessus.
Quelqu'un te réclame simplement ces trois petits éléments faciles à résoudre. Tu envoies les policiers tirer sur les gens, y compris les femmes. Un policier tire sur Gaëtan Gankam, c'est en vidéo, il dit à Gaëtan Gankam, tu as dit que tu allais encore aller marcher, non, marche. Dis-moi quel est le texte de la Constitution du Cameroun qui autorise un policier à tirer sur un citoyen non armé qui ne fait que marcher et qui a par ailleurs le dos tourné aux policiers. On n'est plus dans l'état de droit, c'est de la sauvagerie pure. C'est ça démanteler le tissu social. Vous avez tiré sur Michel Ndoki en lui disant « On va voir comment tu es encore allé parler sur Equinox ». Vous avez mis à contribution des télévisions en peau d'arachide, Vision 4, où un certain Ernest Obama est allé dire que c'était des tatouages. Or, le Cameroun avait signé 6 ans plus tôt, en 2012, une convention contre la torture et les violences faites aux femmes. Comment vous signez des conventions, vous ne les respectez pas vous-même, et tu vois que c'est le MRC qui a méprisé l'état de droit. Cher ami, les actes de vandalisme dans l'ambassade se sont déroulés en janvier 2019, quelques heures après que vous ayez tiré sur des Camerounais, et c'est pour ça, c'est comme ça que j'embraye sur ta deuxième question. Est-ce que quand vous vous regardez dans un miroir, vous avez l'impression d'être en bonne santé mentale? Et je suis sérieux. Quand les tirs sur des êtres humains ne vous choquent pas et du papier qu'on a renversé dans une ambassade vous traumatise, est-ce que c'est sérieux? Je préfère de loin faire voir à mon fils qui a 3 mois la vidéo des activistes qui vandalisent l'ambassade que de lui faire voir la vidéo de la fusillade des tirs sur Michel Ndoki et Gaëtan Gankam. On ne montre pas ça aux enfants. Tu mets ça sur TikTok, on va dire ton profil a été bloqué pour 1 semaine. Or, la vidéo d'une ambassade qu'on vandalise jamais, ton profil ne sera bloqué. Parce que c'est rien. C'est un acte de contestation politique. Les mêmes actes qui ont été initiés par Nelson Mandela, qui sont pourtant les exemples de Paul Biya. Il a initié les mêmes actes à partir des années 60 avec l'ANC. C'est-à-dire, c'est ça qui a conduit, ce sont ces actes-là qui ont conduit à le rendre célèbre dans ses actes de revendication contre une injustice qu'on avait carrément eu l'outrecuidance d'inscrire dans la loi, la ségrégation raciale, en demandant aux gens des passeports intérieurs et de ne pas entrer dans certains quartiers. C'est un acte de contestation politique. Vous écrasez la vie humaine, vous tirez sur des Camerounais, et toi tu expliques que c'est le MRC qui a détruit la cohésion sociale. Et le pire, c'est que vous persistez dedans. Je suis très gêné d'avoir à discuter avec des adultes sur des trucs qui normalement sautent aux yeux, même pour les enfants. Mon frère, on a tiré sur autrui, sur l'autre toi, un être humain comme toi. Oh, certains ont carrément perdu la vie. Là, je parle simplement de ceux qu'on a canardé pour les manifestations de 2019. Mais je ne mentionne pas encore ceux qui ont perdu la vie sous ce gouvernement, par dizaines, par centaines, par milliers. Toi, tu viens nous dire que c'est nous qui avons détruit le tissu social. Est-ce que c'est sérieux? Des Camerounais ont manifesté par tribalisme à Meyo contre d'autres Camerounais et les ont chassés en ôtant même la vie, en déchiquetant quelques-uns à la machette il y a 1 mois. On n'a pas vu le gouvernement faire de communiqués ou manifester, rien du tout. Sur l'enfarinage en diaspora, il y a une prostituée politique, et quand je dis prostituée, j'assume le propos parce que c'est ça, c'est-à-dire celui qui milite pour ses clients politiques. Je parle de Steve Farr, que vous avez mis à contribution pour aller marcher contre le terrorisme, c'est-à-dire terrorisme de farine, sur un ministre, pendant que le même n'a pas marché sur les massacres de Meyo, sur les massacres de Garbo qui se sont déroulés en 2020. Vous avez tiré à Mouyouka sur une fille de 4 mois, Martha, à Mouyouka. L'enfant avait 4 mois. Quel est le motif pour lesquels, quel est le danger que représente un enfant de 4 mois au point de lui loger 5 balles dans la tête comme vous avez fait à Mouyouka? Quand tu me dis je veux bien que vous combattiez les Ambazoniens et des adultes, mais quand on part tuer un enfant, on entre dans une maison, un enfant dort 4 mois, on lui loge 5 balles dans le crâne. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? À quel moment ça construit le tissu social? Explique-le-moi. On est maintenant en 2025. Voici Eric Essocé. L'article 80 du Code électoral dit que il faut publier la liste électorale définitive le 30 décembre de la même année, de l'année électorale. On ne fait que le lui demander depuis et il dispose d'un budget de fonctionnement de 12 milliards. Il est incapable, avec un budget de 12 milliards, de publier la liste électorale nationale. Et tu parles du tissu social. En même temps, il avait déjà tenté le coup l'année dernière quand il fallait publier les listes provisoires. L'article 78 alinéa 2 du Code électoral demande qu'on publie la liste provisoire au plus tard le 20 octobre. Lui, le 20 octobre, il n'avait encore rien publié. Il dit ce sera à partir du 20 octobre. Voilà quelqu'un qui a la Constitution devant lui, le Code électoral. Il décide qu'il ne va pas respecter. C'est lui la loi maintenant. Et que la loi va se passer comme il le désire. Le Code électoral dit au plus tard le 20, tout doit être publié.
Lui, il vous dit à partir du 20. Est-ce que c'est encore la loi là-bas? C'est les caprices d'un voyou qui soumet la loi à sa volonté au lieu de se soumettre lui à la loi. Et c'est ça qui disloque dans le tissu. J'ai une motion, si vous permettez, monsieur Rufil. Je te l'avais dit que quand j'allais commencer à citer, on n'allait pas... Oui, tu peux faire ta motion, mais tu vois que si je me mets à citer les éléments sous le régime qui ont dissous le tissu national, je peux faire une conférence entière de 12 heures de temps, rien que pour en parler. Ma motion va vers la même lancée que vers la trajectoire dont vous êtes en train de partir. Parce que nous ne comprenons pas qu'il n'y a que le MRC qui ne fait que réclamer cette liste-là. Et pourtant, il y a une pléthore de présidents de partis et ils ne se posent pas sur le sujet. Donc, on se demande quel est le but. Bon, je voulais aussi vous poser... Si je considère qu'on a égorgé une petite fille et que je défends et que je cherche le criminel, mais c'est pas de ma faute si les autres s'en foutent du fait qu'une petite fille soit égorgée. Moi, je milite pour la vie humaine. Va demander plutôt y compris même à toi. Et écoute, attends, tu es soutien de Paul Biya. Attends, avant que tu me prennes la parole. Tu es un soutien de Paul Biya. Qu'est-ce qui vous a mis dans la tête que parce que vous soutenez Paul Biya, vous devez arrêter de défendre l'état de droit? C'est l'article 80 du Code électoral. Que tu sois du RDPC ou non, tu devrais exiger à Eric Essoussé de produire la liste électorale puisque c'est l'article 80 du Code électoral. Attendez un peu, Maurice Kamto a dit qu'il veut qu'on réforme le Code électoral. Vous avez dit non, le Code électoral, il est bon tel quel. Mais regarde comment vous êtes incapable de respecter un Code électoral dont vous dites qu'il est bon. L'article 80 a mis la date le 30 décembre. On est le 11 février, cher ami. C'est carrément la fête de la jeunesse. Tu vas expliquer à tes jeunes enfants que... On est le 11 mars, qu'est-ce que je dis? Le 11 mars. Tu vas expliquer... Enfin, on est un mois après la fête de la jeunesse. Tu vas donc expliquer à tes jeunes enfants, à tes petits frères, comment que on est dans un état de droit, mais la liste électorale qui est consignée dans l'article 80 n'est toujours pas publiée. Tu lui expliques ça comment? Donc tu te dis que le fait d'être biaïste, ça veut dire que ça ne te concerne plus. Mais c'est pour ça donc qu'on ne vous supporte pas. Parce que la loi pour vous n'existe plus. Vous avez soumis la loi au caprice d'un individu. Il est devenu supérieur à la Constitution. Ce n'est plus l'état de droit, ça, c'est la jungle, c'est la brousse, c'est le poulailler. Là, la loi n'existe plus. Paul Biya a dit qu'il ne publie pas la liste. Et vous ne revendiquez plus la liste. Or, le code électoral est là et exige qu'on produise la liste. La violence et tout ce que vous prétendez donc dénoncer dans une hypocrisie sans nom, je te le dis aujourd'hui, vient à partir du moment où quelqu'un décide de ne plus respecter la loi. Parce que la paix, quand tout le monde respecte la loi, on est dans un contrat social. Je pense que l'ECAM est un organe indépendant, s'il vous plaît. Je pense que l'ECAM est un organe indépendant. Non, pas du tout. Il dit, il bénéficie de l'argent des impôts des Camerounais. Les 12 milliards, là, c'est pas de sa poche que ça vient. C'est l'argent du contribuable dont le budget de l'État, il est découpé dans la loi des finances, sous instigation du ministre des Finances de l'Argentier national. Et monsieur Eric Essoussé était vice-président en 2018, là, d'une liste dans le CAM, là-bas chez lui, là dans le littoral, d'une liste RDPC. J'étais au Cameroun, dont on ne me l'a fait pas à moi. Ce sont des militants du RDPC ou d'anciens militants qui composent cet organe-là, donc pour l'indépendance, dites-le à d'autres personnes. Et quand bien même il serait indépendant, il bénéficie de l'argent du contribuable. 12 milliards, mon frère, 12 milliards 12 milliards de francs CFA et tu es incapable de produire un site. Toi, ça ne te gêne pas que quelqu'un a pris tes 12 milliards et ne publie pas ce pourquoi il a pris tes 12 milliards dont nous on est alors les fous. C'est alors nous donc qui voulons l'état de droit. Parce que toi qui dis qu'on a détruit la cohésion nationale, l'ironie, le paradoxe de la chose, c'est que moi je milite pour l'application de la loi. Toi tu t'en fous que la loi ne soit pas appliquée. Tu fais donc comment pour dire que c'est moi qui suis contre la cohésion nationale? CM, ta dernière question après la parole à BBL. Non, Charlie, je voulais poser une question. Je Merci. Je peux poser ma question. Momo est dans le même bord politique. Momo, tu es dans le même bord politique que monsieur MCM, s'il te plaît. MCM, s'il te plaît. MCM, c'est pour te relancer. Wilfried Ekanga, tellement le repas est succulent que j'ai bien voulu me prêter au jeu. Ben, je ne vais pas rentrer dans le jeu. MCM s'est présenté comme étant du RDPC. Il a laissé croire que le président Paul Biya basait sa politique sur la souveraineté du Cameroun. Donc, j'aurais bien voulu pour les 678 personnes qui nous écoutent, parce que de temps à autre, ils nous rabâchent souvent que Paul Biya est sorti des accords coloniaux et autres. J'aimerais bien qu'on écoute MCM sur sa position dans le cadre de la souveraineté et comment Biya est sorti
comment Biya est sorti des accords coloniaux, comment est-ce qu'il a donné cette souveraineté au Cameroun. Donc, MCN, c'était juste pour vous relancer. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous remercie, mais ça sera une prochaine fois parce qu'aujourd'hui, c'est le MRC qui est à la barre. Je pense que quand M. Rufai Kanga, qui fait partie quand même des grosses têtes du MRC, est sur un panel, nous aussi, on doit profiter pour leur poser les questions et pour permettre aussi aux Camerounais qui sont en bas de pouvoir comprendre. Bon, ok, MCN. Les enjeux. Merci. Ok, j'ai MCN. Bon, ok, Wilfried Kanga, je me mets donc à la place du RDPC. Quand ça sera le RDPC, vous allez venir poser vos questions. Ne nous gâte pas le panel. Laissons, on continue. Moi, je vais poser ma deuxième question. Là, on peut mettre une personne. Voilà. Comment il fuit le programme de la souveraineté qu'ils ont bâti au Cameroun? Momo, s'il te plaît, c'est pas Momo. Permets-lui d'y aller, Momo, il n'y a pas de problème. Permets-lui de répondre. On fera ça une prochaine fois. Permets à MCM de... J'aime bien quand les vieillistes viennent ici. Mais mon cher MCM, avant d'aller à ta deuxième question... Ta deuxième question, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. J'espère au moins, avant d'aller à ta deuxième question, que... Oui, excusez-moi, c'est beau. Bonsoir, monsieur Wilfried Kanga. Merci d'être encore là, une fois de plus. Je tiens juste à rappeler à ceux qui sont en bas là-bas de tapoter et de partager au maximum, s'il vous plaît, parce qu'on a une invité spéciale et ça va de soi. Soyez quand même, reconnaissant en tapotant et en partageant, surtout envoyer les cadeaux, même si Wi-Fi ne veut pas, vous le dire, moi je vous le dis, pour sa présence quand même, pour le soutien, ça peut aller dans la solidarité au MRC. Envoyez les cadeaux à mon invité, merci. Charlie, tu as la parole. Ok, MCM, pose ta deuxième question à Wilfried. Je ne sais pas si Wilfried voulait dire quelque chose avant. Il peut le faire. Il veut dire, voilà. Oui, je voulais demander à mon frère, MCM que, tu sais, même si on est opposé politiquement, on doit quand même s'entendre sur 2-3 choses, c'est-à-dire le respect de l'état de droit. Parce que si Paul Biya vous a conduit à ne plus vous fier à la loi juste parce que vous le soutenez, c'est qu'il vous a fait énormément de mal. Tu vois, j'ai un enfant là, j'ai un fils de 3 mois. Je n'ai pas envie que si Kamto prend le pouvoir et Kamto ne respecte pas la loi, je ferme les yeux dessus. Ce serait une mauvaise éducation à mon fils. J'ai envie de dire à mon fiston que Kamto lui-même a l'obligation de respecter la loi. Donc l'article 80 ne peut pas demander qu'on publie les listes. Et toi tu es là, tu ne dis rien parce que tu es du RDPC. Ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu es complice de l'ensauvagement du paysage politique camerounais. Le pire c'est que quand vous faites cela, vous ne le voyez donc pas. Quand demain les gens vont décider comme les Ambazoniens d'avoir des actions violentes contre... Je ne parle pas de nous, le MRC, je te fais une lecture politique réelle. Quand les gens vont décider d'user de la violence contre vous, vous allez jouer les hypocrites et dénoncer la violence. Or, la violence découle de votre violence à vous. Il n'y a rien de plus violent que le mépris de l'état de droit. Ça veut dire vous ne laissez pas aux gens d'autres échappatoires que d'user de la violence. C'est de là qu'elle naît. Tu ne vas pas trouver un pays dans le monde où on a respecté l'état de droit et il y a eu violence. Ça n'existe pas. Tous les pays où la violence a déclenché, c'est quand le dirigeant en place a décidé de ne pas respecter l'état de droit et de se soumettre à la loi. Louis XVI a été décapité en France quand il a décidé d'abandonner les Français, de fuir et de ne pas répondre de ses actes. On l'a capturé à Varennes, on lui a dit « Mon ami, tu vas où ?» Donc la France est en train de s'écrouler. Toi, tu as carrément quitté l'endroit où tu avais assigné un résident, le palais royal. Tu vas t'enfuir et tu vas revenir avec une armée pour venir nous mater. Tu es malade. C'est pour ça qu'on l'a guillotiné juste après lui et sa femme. Parce que s'il respectait les lois, s'il acceptait de subir les réalités du quotidien, s'il acceptait la réduction du train de vie de l'État, s'il acceptait de céder une partie des pouvoirs, s'il acceptait en fait de faire jeu égal avec les autres, il n'y aurait pas eu cet épisode de la Révolution française en 1791. Mais comme il n'a pas voulu, évidemment, voilà ce qui lui est arrivé. La brigade anti-Sardinard que tu condamnes, par exemple, les actions des activistes de la diaspora naissent des actions du RDPC au Cameroun. La chose qui vous a le plus choqué, il y a 2 épisodes qui vous ont choqué, c'est la prise des ambassades et l'enfarinage du ministre. Mais le problème, c'est que vous avez oublié les épisodes qui ont précédé ces actions-là. Si vous n'avez pas tiré sur des Camerounais au pays, les gens n'auraient pas vandalisé les ambassades. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de vandaliser les ambassades. Je dis la cause et l'effet.
La brigade anti-sardinard n'aurait jamais existé si Paul Biya n'avait pas commis ce qu'il commet là. C'est ça en fait. Or, même sans la brigade anti-sardinard, Paul Biya, lui, il commet ses violences. Donc la réponse, les actions, et ça peut aller en s'aggravant dans ce contexte de campagne qui arrive. Vous êtes là, Eric Essoussé ne publie pas la liste, vous êtes tranquille, vous laissez le paysage sans, pourrir, sans sauvager, vous dites que tout le monde va vous dire comme le MRC, changeons l'avenir dans la paix et vous allez rigoler dessus et continuer de frauder les élections, de ne pas respecter la loi. Malheureusement, tous les Camerounais ne sont pas comme nous. C'est la même chose qui s'est passée entre les avocats du Nozo en 2016 et les anglophones les plus radicaux. Ce ne sont pas Agbor Mbala, Fontem Meba et les étudiants de Boya qui ont pris les armes, non. Eux, ils revendiquaient dans la paix. Mais comme vous les avez violentés, d'autres anglophones n'ont donc pas accepté et ont pris les armes contre Yaoundé. C'est la même chose qui risque de se passer avec le bis repetita que vous êtes en train de faire sans jamais tirer des leçons de l'histoire. Il y a la loi, on vous demande un truc simple. Appliquez la loi, mais c'est pas possible. Vous n'appliquez pas la loi, vous ne laissez pas le MRC a déposé 1000 recours. Regarde ce qui s'est passé. On est allé au Conseil constitutionnel. Il a dit qu'il est incompétent. Le Conseil constitutionnel veille justement à la régularité des élections. On est allé là où le Conseil constitutionnel nous a envoyé à la Cour d'appel. Elle aussi s'est déclarée incompétente. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez créé un vide juridique parce que vous ne voulez pas répondre de la non-application de la loi. Voilà dans les voies légales que des gens utilisent. Vous ne respectez rien. Mais quand demain quelqu'un va prendre les armes contre Yaoundé, vous allez expliquer à la face du monde comment ce sont des terroristes. Vous avez fait quoi quand on se référait à la loi? Voilà la question. Donc j'espère que les éléments que je viens d'évoquer sur la liste électorale, en tant que Camerounais, tu as compris. Et que le fait que tu sois biaïste ne t'a pas aveuglé au point où tu considères que l'article 80 est une exigence du MRC. C'est pour la cohésion. Si tu veux la paix au Cameroun, pour le pays tout entier, nous devons tous respecter la loi. Le pays ne peut pas être un paradigme où certains doivent respecter la loi et d'autres non. C'est pas possible. C'est pour ça que vous avez des Atanganji qui parlent de rigueur de la loi tout le temps. Or, il nous a fait venir 7 voyous de Transparency International fictifs qu'il a présentés comme les scrutateurs pour l'élection, ceux qui devaient surveiller et valider l'élection. C'est de la haute trahison, c'est faux et usage de faux dans n'importe quel pays. C'est la prison à perpétuité pour Paul Atanganji. Non seulement il est en liberté dans le pays bizarre qu'est le Cameroun, mais c'est encore lui qui menace les gens en parlant de la loi. Est-ce que c'est sérieux? Voilà donc pourquoi le tissu sociopolitique d'un pays part en vrille, quand ceux qui doivent protéger la loi sont les premiers fossoyeurs de cette loi-là. Et là, actuellement, sous nos yeux, il se déroule la même chose. Et là, vous ne dites rien. Tu m'as demandé pourquoi on est les seuls à revendiquer. C'est à moi de te poser la question, pourquoi on est les seuls à revendiquer? Pourquoi toi, biaïste, j'ai besoin de t'expliquer que l'article 80 n'est pas respecté au Cameroun? Pourquoi ça ne te dérange pas? Or, ce n'est pas un choix que Eric Essoussé doit faire. Oh, tu as dit il est indépendant, tant mieux. Donc ce n'est pas Biya qui lui a demandé de frauder. Demande-lui donc à Eric Essoussé de respecter la vu qu'il est indépendant. Donc ce n'est même pas Biya qui le protège. Donc c'est un individu lambda qui a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Toi donc comme citoyen camerounais qui veut que le jeu soit équitable, même en tant que militant du RDPC, tu veux que la liste soit publiée pour que toi aussi tu aies accès, demande-lui de la publier. Mais vous ne le faites pas. Or, depuis... Nous subissons comme le MRC, monsieur Wifid. Nous le subissons aussi, puisque c'est un organe indépendant. Tous les partis le subissent, parce que c'est un organe indépendant. Le problème, c'est réclamer. Vous, on subit tout, mais vous ne réclamez pas. Mais vous ne réclamez pas. Subir est une chose. Ne pas réclamer en est une autre. Tu subis et tu ne réclames pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que le fait de subir ne te dérange pas. Tu es complice du crime. C'est comme lors de la prise d'otages, certains veulent être libérés, d'autres sont tranquilles en prison et vivent bien. Ça veut dire qu'ils sont complices des ravisseurs. Tu subis, tu réclames pas, ça ne va pas. Comment tu justifies le fait de subir et de ne pas réclamer? Par contre, vous avez réclamé le truc c'est le ministre de la Jeunesse de tout le Cameroun, non, dont tous les Camerounais subissent son enfarinage. Pourquoi là-bas vous réclamez alors? Mais là où ça concerne un enjeu réel, vous ne réclamez pas. Le sérieux là-dedans est à quel niveau? Ok, MCM, tu peux poser ta dernière question, s'il te plaît. En tout cas, avant de poser ma question, je veux juste dire à M. Fécan que même le MSC n'est pas un exemple, puisque nous avons vu le MSC à moins de 15 ans d'existence, ils ont déjà modifié leur statut. Ils ont déjà modifié leur statut, je pense, 2 fois, si j'ai une bonne mémoire.
ou bien si ma mémoire me joue les sales coups, je pense que vous avez modifié au moins une fois. Donc, nous aussi, on peut s'interroger sur, une fois que vous serez au pouvoir, si vous n'allez pas aussi continuer le même boulot que vous êtes en train de vous plaindre maintenant de votre soi-disant, votre boulot. Mais en tout cas, ma question ne va pas vers cette direction. Je voulais vous poser une question. Ma question est la suivante. Nous avons vu des membres du MRC copiner avec quelqu'un qui a déchiré le drapeau, piétiné le drapeau camerounais. Donc je voulais vous dire, je voulais vous entendre sur ce sujet. Parce que nous savons tous que les insignes nationaux sont au-dessus de nous tous et sont au-dessus de tout le monde, même au-dessus du président de la République. Et nous voyons les membres du MRC. Il y a Emma Rose qui est reconnue comme membre du MRC qui copine avec... Je vous ai pas suivi, vous dites? Elle copine avec... Elle copine avec un je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est un ex-compatriote camerounais qui a renoncé, il pense à sa nationalité, il a déchiré le drapeau. On le revoit aujourd'hui, il est sur toutes les panels, il copine avec les membres du MRC pour défendre le MRC. C'est quoi son nom? Sur la toile, sur C'est quoi son nom? C'est quoi le nom du Camerounais? Mon patriotisme m'oblige à ne pas prononcer son nom. Non, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Donner le nom de quelqu'un qui a déchiré. Oui, puisqu'il a déchiré les insignes de la nation. Quand tu déchires le drapeau d'un pays, ça veut dire que tu sais. Donc, je voulais que vous prononciez ce donner son nom. Bon. Donne son nom. Donne son nom alors. Tu crois qu'il va rien t'arriver, donne son nom. Un certain, je sais, on l'appelle. Vous dites? Donne alors le nom. Imagine que par caprice, je dis que c'est faux et que tu mens. Et tu ne donnes pas le nom. Il y a un garde de la brigade MRC Basse qui est au nom de Marc-Seigneur Ivoire. Marc-Seigneur Ivoire. Oui, Marc-Seigneur Ivoire qui a déchiré le drapeau aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui en train de copiner avec les membres du MRC Basse. Parce qu'on ne sait pas si c'est la Basse MRC ou c'est MRC. Ok. Moi, je vous ai vu copiner avec Chantal Biya, dont le fils Brenda est homosexuel, alors que l'article 347 du Code pénal interdit l'homosexualité. Je vous ai vu copiner avec toute la bande Eko, Amogo Belinga. Mais laissez la justice faire son travail. Là-bas, c'est la justice qui doit faire son travail. Laisse aussi la justice européenne faire son travail. Non. Oh là là, cher ami, l'article 347 a déjà fait son travail. Quand vous avez lynché, il s'appelle comment, ou il ou elle, je sais plus, Shakiro, est-ce que la justice avait vous l'avez poussé à l'exil, non, pour homosexualité? Comment ça se fait que le fils de Paul Biya, Brenda, est ouvertement homosexuel, est même allé demander aux Français le 9 juillet 2024 dans les colonnes du Parisien qu'il faut que la loi sur l'homosexualité change au Cameroun, dont elle a regardé le Cameroun, elle a vu les problèmes d'eau, la césarienne, qu'il n'y a pas l'électricité, les enfants qui meurent par manque de couveuse, la crise anglophone, elle a estimé que là-bas c'est des faux problèmes. Là où la loi doit changer, c'est pour permettre aux homosexuels de vivre leur homosexualité, d'épouser les femmes, les hommes, les chats, les chèvres, les boucs. Mais vos copines, elle avec vous au Cameroun là-bas, en violation de l'article 347 du Code pénal qui est clair, et la sanction est claire, l'amende et les peines d'emprisonnement. Elle est là-bas avec vous, non? Est-ce que vous n'avez pas copiné avec elle le 8 mars et avec sa mère Chantal Biya? Or, la loi n'est pas appliquée. Quelle est la sentence quand quelqu'un déchire aussi un drapeau? Le drapeau de son pays. Mais va lire dans la loi, moi je ne sais pas. Mais vous ne savez pas, mais vous connaissez ce qui se passe entre la fille du président et autres. Oui, parce que quand on compare entre déchirer un tissu et pratiquer l'homosexualité, je crois que sur le plan des valeurs, c'est pas du tout la même chose. Sauf si vous poussez la sorcellerie jusqu'à dire, tu préfères quoi toi là, que ton fils te dise qu'il a ramené, ton fils ramène un homme à la maison, donc c'est son mari, ou ton fils déchire un drapeau. Moi, j'ai vite fait mon choix. Peut-être que toi, tu préfères que ton fils te ramène un homme à la maison. Ils vont faire de très beaux enfants. Ça va te donner une très belle progéniture. Mais j'ai la faiblesse de dire que ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, pour parler des institutions, mon ami,
Les institutions, ce n'est pas le drapeau. Les institutions, c'est les lois des fameuses institutions. Ceux qui méprisent les institutions du Cameroun, ce sont les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. Il y a une loi au Cameroun sur les inscriptions sur les listes électorales. C'est l'article... Merci pour la girafe, hein. Merci pour la girafe. Merci, merci. C'est la loi du 8 août 2011, la loi du 13 juillet 2011, que Paul Biya a signée le 8 août 2011. La loi l'a dit que pour les Camerounais de la diaspora, s'ils veulent s'inscrire, ils ont besoin simplement de la carte consulaire. Voilà donc des ambassadeurs qui représentent l'État du Cameroun. Donc ils doivent respecter les lois du Cameroun. Toi, tu es là sur le drapeau. Toujours les trivialités, on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Entre celui qui déchire le drapeau, ça ne fait de mal à personne, on recourt, et celui qui prive des milliers de concitoyens de leur droit de vote en créant une loi qui n'existe pas dans la constitution du pays, une loi factice, une loi surcommuniquée. Paul Biya lui-même, ton président, a signé le 8 août 2011 le décret d'application où il dit à partir de là, la carte consulaire suffit, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. Les ambassadeurs viennent et pondent des communiqués où ils disent il faut le titre de séjour. Merci, partagez. Merci, supportez le live. Envoyez les cadeaux à Wilfried, à Boss, à tous ceux qui sont sur le panel, merci. Comme vous êtes toujours frustré comment dire, du moindre mal, alors que le mal principal ne vous touche jamais, tu veux montrer ton patriotisme à partir d'un tissu qui représente le drapeau camerounais, je veux bien, mais ça reste un tissu. Entre déchirer un tissu et priver des dizaines de milliers de concitoyens de leur droit de vote, mon ami, le plus grand criminel, c'est celui qui a privé des dizaines de milliers de concitoyens de leur droit de vote. Donc, je ne comprends pas par quel mécanisme rationnel, toi, le tissu te fait mal qu'on a déchiré, mais le fait que beaucoup de tes concitoyens ne peuvent pas voter, or, ils sont Camerounais, c'est pas qu'ils ont une nationalité étrangère, c'est juste qu'ils n'ont pas le titre de séjour d'un pays européen. Ils sont en procédure. Dans un pays comme la France, qui est le pays le plus visité au monde, les procédures mettent long parce qu'il y a énormément de dossiers à traiter. Les préfectures sont débordées. Donc un Camerounais a déposé sa demande de renouvellement. Il ne l'a pas encore eu. Ce n'est pas de sa faute. Vous avez puni ces Camerounais-là en leur privant de leur droit de vote. Or, la loi est claire dessus, la loi du 8 août 2011. Toi, ça ne te dérange pas. Tu as seulement vu ici qu'on a déchiré qui n'a changé en rien ton quotidien ce jour-là. Mais le droit de vote des milliers de concitoyens qu'on continue de confisquer à l'heure actuelle ne te dérange pas. Donc ton patriotisme, il est où sur le tissu? Donc tu me dis que tu es patriote parce que tu protèges le tissu. Mais les humains qui doivent voter, toi, tu t'en fous. Je suis plus patriote que toi, cher ami, parce que je protège le droit de vote des concitoyens tel que inscrit dans la constitution du Cameroun. Toi, tu protèges les tissus. Le drapeau peut changer. Le Rwanda a changé son drapeau au début des années 2000. Le drapeau, c'est quoi? C'est des couleurs à qui on peut décider de donner une signification donnée à tel ou tel moment de l'histoire. Même Emmanuel Macron a changé le drapeau français il y a 3 ans. Ce n'est plus le bleu, blanc, rouge, c'est maintenant le bleu marine. Blanc, les couleurs, on peut en faire ce qu'on veut. Toi, tu me parles des tissus, des drapeaux. C'est vraiment comme Maurice Kamto dit. Je vous parle du monde, vous me parlez des villages. On te parle du patriotisme basé sur l'humain. Tu me parles du patriotisme basé sur les étoffes. Ce n'est pas sérieux, RDPC. En tout cas, merci MC. Merci, Charlie, pardon. Attends un peu, pardon. J'ai une dernière question, pardon, Charlie. Pardon, j'ai une dernière question. Oui, j'essaie de il va aller sur. Oui, il n'y a pas de souci. C'est que quand on a un gros poisson comme ça, il faut aussi nous permettre de croquer un peu. Est-ce que, voilà, monsieur Wilfried Kangana, c'est un grand historien, nous tous nous connaissons, nous tous nous l'admettons. Est-ce qu'il peut se prononcer sur le livre préfacé par le professeur Maurice Kamto en 86 sur le tribalisme? C'est quoi le titre du livre? Oui. S'il peut se prononcer. Pour que tout le monde sache de quel livre tu parles, c'était quoi le titre? Quel livre? Je connais pas le livre en question. En 86, j'étais même pas né, le père. Donc, c'est quel livre? Non, ne faites pas ça. Un historien comme vous parlez de la guerre de sécession aux États-Unis. Vous ne connaissez pas le livre que c'est toi qui as payé son école? Voilà, ouais, c'est possible. Je ne suis pas censé tout savoir, le père. Non, honnêtement, je ne connais pas le titre du livre. J'en ai entendu parler. Son école? Et je ne pense pas après Maurice Kamto. N'intervenez pas ici si on ne vous a pas donné la parole, s'il vous plaît. Charlie. Cher Bang, Wilfried Kangana est venu pour répondre aux questions au MSC. Donc, il est venu pour répondre contre les opposants. Donc, laissons-nous lui poser la question, le banc. Après, vous allez prendre la parole.
Oui, oui, allô, s'il vous plaît, excusez-moi. Faites monter les gens du RDPC, du PCRN, du PURS, c'est pour ça que du je veux faire NDP, descendre du d'autres. SDF, si vous voulez, Ok. s'il vous plaît. C'est quoi alors, pour que je réponde à ta question, faut que tu me briefes. C'est quoi le titre du livre? Ça parle de quoi? Et qu'est-ce qu'il dit grosso modo dans sa préface? Il n'a même pas lu le livre. Il ne connaît pas le titre. Sérieux, tu connais pas le titre? Mais tu me poses la question sur le livre dont tu connais pas le titre. Vous plaisantez ou c'est comment? Bon, Wilfried, en fait, il y a un livre dont on parle que le professeur Kamto aurait préfacé et qui fait l'hégémonie de la tribu Bamileke. Voilà. Moi, personnellement, je ne connais pas le titre. De l'ethnofascisme, plus précisément. Non, j'attends qu'on donne les détails du livre. Oui, mais il ne connaît même pas le titre du livre, en fait. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas le titre du livre. Là c'est compliqué, c'est-à-dire... Ce sont les commentaires du bar. C'est ce qu'on appelle le pharisien. Mais quelqu'un peut nous aider avec le titre du livre en bas là-bas, s'il vous plaît, les gens du RDPC. Charlie, personne ne doit nous aider. Quelqu'un vient vous dire que Maurice Kamto a préfacé. Non, moi, je suis ici pour satisfaire les questions de la majorité. Il y a des gens qui, même dans le Congo, ça veut poser des questions. Ils ont Wilfried aujourd'hui. Laissez-les en profiter. Qu'est-ce que vous voulez? Okay. Excusez-moi, si quelqu'un du MSC, pour l'instant, n'envoyez pas vos demandes. Si vous n'êtes pas du MSC, en fait, envoyez vos demandes pour l'instant. Voilà. C'est vrai ce que Boss dit. Non, MCM, tu m'as posé une question sur un livre dont tu n'as pas lu le titre. Soyez quand même, arrêtez un peu le pharisianisme politique. Tu sais, Paul Biya est fils de catéchiste. Et dans la catéchèse, tu as les pharisiens qui, face à Jésus, avaient une drôle de méthode de fonctionnement. C'était la méthode des cabinets noirs. Vous avez fini avec la chambre de commerce, avec Lysias Partner, avec machin chouette. Donc maintenant, la nouvelle trouvaille, vous travaillez bien, hein. Franchement, félicitations. Pendant qu'on est en train d'élaborer un projet politique, vous êtes dans les Sissongo, qu'est-ce qu'on peut même trouver? Il avait même fait quoi? C'est tellement minable, en fait, pardonne, avec tout le respect, mais ça fait rire plus qu'autre chose. Donc la nouvelle trouvaille, c'est celle-là. Il a préfacé un livre qui prend de l'ethnofascisme. Moi, quand j'ai parlé de Maurice Kamto et de ce qu'il dit, je vous ai dit les mots qu'il dit. Je vous ai parlé de son allocution envers Ni John Frondi. Je vous ai dit que vous pouvez trouver ça dans le Messager. On est en 1992, quelques semaines avant les élections. Et je vous dis comment il a magnifié l'identité traditionnelle des Camerounais, notamment les élites de l'Ouest, puisqu'il était à Bafoussam, en disant que le colon et Jean Lamberton, c'est vrai, c'est ce que Jean Lamberton disait en 1960, que les Bamileke vont perdre leur tradition et sur l'autel de la modernité, il comptait dessus pour que les Français pénètrent mieux et les dominent. Maurice Kamto dit donc aux gens de Bafoussam que vous avez bien fait de garder votre authenticité, ça a rendu difficile la pénétration coloniale. Voilà une affirmation, voilà une idée que j'exprime. Et il allait soutenir Ni John Frondi en disant « Ne répondez pas à ceux qui vous séduisent avec des billets de 1000 francs, 500, 200 ou avec des sacs de riz. » C'est écrit. Il parle de ça, on est en 92. Répondez à ceux qui vous apportent un programme politique. Et c'est pour ça que lui, il soutenait dans l'UPC, l'Union pour le changement, qui portait le SDF de Ni John Frondi au pouvoir. Donc, si tu viens me dire que Maurice Kamto préfacé un livre, donne-moi le titre du livre, le contenu du livre, l'idée. En tout cas, monsieur Wilfried Kanga, merci d'avoir prêté, de vous avoir prêté au jeu. En tout cas, moi, je vais descendre tapoter en bas. En tout cas, je sais que vous connaissez, vous êtes historien, il n'y a pas de souci, et oui, pour accepter. Bon, merci pour ton sourire également. Oui, je dis merci à Wilfried Kanga d'avoir accepté à se prêter au jeu, et je pense qu'à la prochaine fois, peut-être ça serait Kabal Libi demain, ou bien ça serait pour le RDPC. Et nous, le Cameroun qui gagne. La prochaine fois, ramène le livre, s'il te plaît. Moi, je connais pas le livre. Je ne me dérobe pas face aux questions. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Donc, ceux qui savent, qu'ils viennent me donner. Le problème, c'est que mon bouquin, je suis pas à la maison. J'ai ça dans le bouquin. Et tu sais, je suis tellement ému que vous soyez sur le mur, au point que ça m'échappe de la tête. Mais sinon, j'ai des notes. Si j'étais à la maison, je l'aurais sorti. Wilfried, je vais t'aider avec le titre du livre. C'est le livre de Monsieur Kenyé Pokam, La problématique de l'unité nationale au Cameroun. Kenyé Pokam, c'est quoi dedans? Moi, j'ai pas lu le livre. C'est à lui de donner l'idée. C'était au monsieur qui posait la question de donner l'idée. Ok, Bébel, la parole. Ok, merci Charlie. Bonsoir le panel, bonsoir Wilfried. Merci pour ta disponibilité. En fait, Wilfried, moi, je voulais aller beaucoup plus dans le sens de la coalition des partis. Je sais que le MSC est engagé dans une coalition, notamment appelée l'APC, si je me trompe, vous me corrigez, où l'honorable Nitu a appelé à s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto. Bon, mais ce que j'ai aussi vu que le MSC... Mais tu es du MRC ou tu es de l'autre? Non, moi, justement, je suis encore un indécis parce que je suis dans le chat pour la coalition des partis. Voilà ma position. Okay. Il hésite, il fait le BBL ou pas?
Ouais, en fait, c'est que j'ai vu que j'ai beaucoup apprécié lorsque le MS et les grands partis ont créé une plateforme pour une réécriture du code électoral. C'est vrai que finalement ça n'a pas pu aboutir parce qu'on l'a interdit, mais j'ai beaucoup apprécié. Mais ce que je me dis, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait en sorte que ces partis, du moins peut-être pas tous les partis, mais du moins pourquoi les principaux partis n'arrivent pas peut-être à faire une coalition dans laquelle, par exemple, chaque parti serait peut-être prêt à céder un pan de son programme pour trouver un consensus. Ainsi, ça donnerait une petite garantie pour montrer la bonne foi des partis qui, une fois au pouvoir, auront peut-être la volonté de faire des consensus, par exemple, sur le dialogue national. Voilà un peu ma question, Wilfried. Merci. Alors, je pense en fait que le MRC est le seul parti qui peut, comme je suis en train de faire là, vous envoyer des gens qui pendant des heures et des heures vont vous présenter avec une honnêteté, une ouverture, sans langue de bois, sans mauvaise foi, qui peut envoyer des gens qui vont répondre à tout type de questions sur leur programme politique, comme on est en train de faire. C'est-à-dire la solidité du MRC, de son programme politique et de sa conviction pour l'échéance à venir ne souffre de rien. Chaque Camerounais pour nous, hein, c'est-à-dire c'est même pas des choses qu'on devrait expliquer. Chaque Camerounais est conscient, même le régime le sait. La preuve, si j'avais dit que je suis militant du PURS, les vieillistes ne seraient pas venus nous poser on serait même 3 sur cette plateforme. Je suis venu exprès sur la plateforme de Boss que j'avais moi-même bloquée il y a quelques mois parce que ses amis m'avaient énormément insulté ici. Or, je ne viens pas ici régler les frustrations des gens, mais je l'ai redébloqué moi-même juste pour venir à la confrontation, venir débattre avec des gens qui ne sont pas pour le MRC. Parce que je me suis dit, notre parti, il en a les capacités, on peut venir, on peut échanger. Et je savais pertinemment qu'en venant, on va finir cette soirée avec à peu près 800, 900 personnes. Parce que oui, les gens, le MRC, c'est vraiment comme un film érotique. Les gens prétendent détester, mais on a du mal à se détacher de nous. Donc il y a énormément d'éléments qui montrent qu'on est le parti de l'heure. Et quand tu regardes le régime de Yaoundé n'a une fixation que sur un individu, le leader du MRC. Même notre adversaire principal a accepté, peut-être à contre-cœur, mais que c'est nous, son adversaire. À partir de là, je ne sais pas pourquoi on a encore besoin d'expliquer aux autres partis d'opposition que la seule coalition qui peut avoir des chances de renverser le RDPC, c'est la coalition portée par le MRC. Tu as vu Valérie Ndongo qui a reçu les leaders politiques. À part Maurice Kamto, est-ce qu'on savait même qu'il a reçu d'autres leaders politiques? Mais les gens s'en foutaient, les Camerounais n'ont pas regardé, personne n'en a parlé, les gens s'en foutaient royalement. Ce n'est que pour Maurice Kamto que ça fait les choux gras. C'est quand Maurice Kamto fait une sortie qu'il y a quelque chose, il y a une émulation. Dès qu'il y a un élément, quelque part, on dit à Maurice Kamto de s'exprimer dessus. On le voit partout, les gens fantasment sur lui à tort et à travers. Donc, mais qu'est-ce qu'on doit encore montrer aux Camerounais pour leur dire qu'on est le parti de l'heure? Nous sommes donc à l'intérieur d'une coalition à la condition, et ce n'est pas un caprice de notre part, c'est la réalité. Un Camerounais qui veut faire la coalition avec le MRC et qui n'accepte pas que c'est le MRC qui doit porter la coalition n'est pas sérieux. C'est le MRC qui doit porter toute coalition que vous voulez. Une coalition qui n'est pas portée par le MRC, alors qu'il y a le MRC dedans, est une coalition qui veut faire le jeu de Paul Biya, parce que Paul Biya ne considère aucun adversaire sérieux au Cameroun, mis à part Maurice Kamto. La liste électorale, Eric Essosé refuse de la publier à cause de la pression du MRC. Le droit de vote des étrangers qu'on refuse, où on demande déjà le titre de séjour, ça n'existait pas avant. On demande maintenant parce qu'on se dit que la plupart des Camerounais de la diaspora vont voter pour le MRC. On a fabriqué un tas de lois en peau d'arachide contre le MRC. Tout est dirigé sur le MRC. Vous allez à Vision 4, BNews, LTM, toutes les radios-télévisions poubelles de la place à la solde du régime. Leur cible, c'est Maurice Kamto, le MRC ou ce qu'ils assimilent à la tribu ou aux frères de Maurice Kamto, les Bamileke. Tout le focus est sur... Il ne parle pas de Matomba. Si quelqu'un me rappelle, s'il a entendu dans le débat de dimanche, le nom Matomba sortir une seule fois, venez me donner son nom. Ou le nom de je ne sais qui, Tomaïnon Damjoya, ou le nom même Cabral Libi. C'est de Kamto que vous parlez à longueur de journée, donc c'est nous le parti qui doit porter la coalition. Les autres qui ne veulent pas que le MRC porte la coalition, c'est de leur droit. On ne fera pas de coalition forcée. On a un programme politique qui, tellement il est solide, tellement on arrive facilement à le défendre. Là, c'est pas Maurice Kamto qui vous parle, c'est un simple militant. Vous connaissez quel parti politique, que ce soit le PCRN ou que ce soit, quel parti politique peut envoyer l'un de ses militants l'un de ces militants sur les plateformes vous dire
J'ai 7, 8, 9 heures de temps pour vous. Je réponds à n'importe laquelle de vos questions basées sur mon programme politique. Qui peut faire ça? Personne. À part nous, personne ne peut le faire. Si moi déjà j'arrive à répondre, imaginez si Maurice Kamto était là. Parce qu'on a un projet de société, on a un programme. Quand on voit nos frères du PCRN, ils ne jurent que par le fédéralisme communautaire. Comment vous allez résoudre les faiblesses sexuelles des Camerounais? Le fédéralisme communautaire. Les problèmes d'eau? Le fédéralisme communautaire. La césarienne? Le fédéralisme communautaire. Comment vous allez... Mais c'est quoi ça? Les gens du RDPC, c'est encore pire. Eux, ils ne militent pour aucun respect de la loi si la loi avantage Paul Biya. Voilà quelqu'un qui vient me demander l'article 80 pour qu'on est les seuls à le défendre. Il ne réalise pas que c'est à moi de lui poser la question que mais pourquoi moi je défends la mise sur pied de l'article 80 et toi non? Donc ils ne le font pas. Le seul qui est présent au four et au moulin dans tous les compartiments, c'est le MRC, donc c'est nous qui devons porter la coalition. Ça ne souffre de rien. Et nous avons porté la coalition avec le FCC et quelques petites structures également qui sont d'accord avec cette évidence-là, à savoir c'est le MRC qui doit porter la coalition. Même le régime en est conscient, même les autres partis en sont conscients, mais bon, comme on est dans un pays bizarre, évidemment, ils continuent de vous dire qu'eux, ils peuvent porter la coalition et que le MRC doit se ranger derrière eux. Ça n'a pas de sens. Du reste, il y a le fait que les vues ne sont pas convergentes. Certains partis politiques ont des opinions différentes des nôtres. La coalition est basée sur la convergence de vues. C'est comme ça. Sauf si on avait un système fédéral comme en Allemagne où c'est les élections législatives qui déterminent qui sera le chancelier, ou qui sera le parti qui va élire le chancelier, les Bundestagswahlen. Et comme on n'a pas la majorité absolue, c'est rarissime dans une élection, et comme les élections ne sont pas à 2 tours en Allemagne, les coalitions sont obligatoires. C'est pour ça que vous aviez donc, lors de la législature qui vient de se dérouler et qui a d'ailleurs été disloquée entre-temps, vous aviez le SPD, qui s'était allié avec le FDP, dont les libéraux, mais qui, à deux, ne formaient toujours pas les 50%, qui ont dû ajouter à leur coalition les Verts. Parce qu'en Allemagne, la coalition est imposée. Or, ici, en France, la coalition n'est pas imposée. Il y a une élection à 2 tours. Ça fait que l'un des candidats aura forcément la majorité absolue. Donc, un seul candidat peut gagner une élection même sans coalition. Le MRC voulait d'ailleurs dans son programme une élection à 2 tours. Mais ce que nous disons pour 2025, c'est que ceux qui ont la même vision que nous peuvent venir, on discute de la coalition. Mais à la condition que le MRC porte la coalition, parce qu'un Camerounais sérieux ne peut pas nous dire que ce n'est pas nous qui devons porter la coalition. Ça n'a aucun sens. Tous les jours, vous voyez bien que c'est le MRC qui fait la politique camerounaise. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas à l'Assemblée, mais c'est quand même de nous qu'on parle. Le SDF qui est deuxième force à l'Assemblée, il n'y a personne qui en parle. Leur leader était chez Valérie Ndongo, même sa famille ne sait pas qu'il était là-bas. Donc voilà. Et maintenant, les autres qui n'ont pas notre vision, qui ont, je sais pas, une autre lecture politique du Cameroun, bah, on ne va pas se coaliser avec des gens qui voient les choses autrement. Donc, on se coalise avec ceux qui épousent notre réalité. Et maintenant, on dit, si les Camerounais ont accès à notre vision, comme on est en train de faire, le programme que nous vendons, que nous exposons, quand il dit vendons, il dit pas vendre pécuniairement, moi je vends mes livres, mais pas le programme du MRC, lui, il est gratuit. On ne vend pas, enfin, il y en a qui vendent le programme, c'est pas nous. Donc, le programme que nous vendons, que nous présentons aux Camerounais, si les Camerounais nous écoutent attentivement, normalement, bah, ça saute aux yeux qu'on a le meilleur programme. Même les billets sont venus nous poser des questions ici et on a répondu avec courtoisie, avec politesse, avec plaisir. Je ne suis pas sûr que un conseiller de Paul Biya peut venir ici sur une plateforme et répondre aux questions sans mentionner le nom, son excellence et le président Paul Biya, toutes les 2 phrases et sans ennuyer comme pas possible. Donc, c'est en fait sur ça que nous comptons. On ne va pas faire les coalitions avec tous les partis, c'est impossible. Mais déjà, comme on est là, il faut arrêter de faire croire aux Camerounais que la coalition est la condition sine qua non pour gagner l'élection. Si le programme est pertinent, pourquoi un Camerounais ne va pas voter pour Maurice Kamto? Sinon, c'est une manière de nous dire que les gens vont voter pour le SDF parce qu'ils sont anglophones, les gens vont voter pour Cabral Libi parce qu'ils sont bassards, et que la seule façon pour voter le MRC, il aurait fallu qu'on fasse tous coalition. Dans ce cas, je vous dis, mais arrêtez donc de dire que Maurice Kamto est tribaliste, puisque vous venez par cette argumentation de confirmer que les autres, ils votent pour le frère de la tribu ou de la région, je ne sais quoi, au lieu de voter pour le programme le plus solide, dont un soutien de Cabral, lui, il aurait voté la coalition MRC si Cabral était dedans. Comme Cabral n'est pas dedans, il ne vote pas pour la coalition portée par le MRC. Donc, en gros, ce n'est pas le projet qui l'intéresse, c'est l'individu. Donc ce n'est pas nous les tribalistes à ce moment-là. Bref, en fait, nous, que ce soit clair, on va être, quand Maurice Kamto sera candidat,
que ce soit en tant que leader du MRC ou en tant que porte-étendard d'une coalition, ce sera lui notre candidat, ça ne souffre de rien. Maintenant, les autres peuvent s'aligner derrière nous ou alors simplement battre campagne de leur côté et voilà, tenter leur chance. Mais on ne va pas coaliser sous les conditions qui mettent le MRC derrière les autres. Ah bon? Et BBL, la deuxième question, s'il te plaît. Deuxième question, Charlie, s'il te plaît. Charlie, avant que BBL ne pose sa deuxième question, Charlie. Momo, s'il te plaît. Momo, s'il te plaît, Momo, je pas mon Momo, attends qu'il pose sa question. Vas-y, BBL, s'il te plaît. Non, je vais juste te passer un message à toi, Charlie. Vas-y, Momo. Pose sa question. Charlie, il y a Jeanne Chantal qui est en commentaire, elle voudrait monter, elle est responsable au MSC. Apparemment, elle a quelque chose à dire, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci. Ok, d'accord. Ah oui, je viens de voir son message là. Oui, Jeanne Bellé, elle est, voilà, enfin, elle aimerait s'exprimer. Je viens de voir okay, laquelle m'identifie. Ok, BBL, pose ta question, tu descends, s'il te plaît. Quelques minutes parler de la fameuse préface. Ok, BBL, pose ta question. Moi, de ma petite carrière professionnelle, j'ai passé le clé. Un peu fort, parce que moi, je t'entends difficilement, j'imagine que c'est pareil pour les autres. Ma carrière, c'est beaucoup plus, bon, ça concerne le programme, c'est beaucoup plus dans le secteur privé. Ma petite carrière professionnelle, j'ai passé le clé de montagne dans le secteur privé. Et je me dis, en général, je vois beaucoup le programme basé sur le tribalisme dans le milieu professionnel public. Je me dis, comment est-ce que le MSC compte aussi lutter sur le tribalisme professionnel, mais beaucoup plus au secteur privé. Parce que j'ai l'impression que quelquefois, ce n'est pas trop abordé. On se base beaucoup plus sur le secteur public, qui a beaucoup plus de favoritisme ethnique. Or, même dans le privé, il y en a. Qu'est-ce que le MSC pense? Comment il compte ça, c'est une très belle question. Oui. Ça, c'est une très belle question parce que justement, beaucoup de gens pensent que certaines personnes ou certaines tribus, quand ils créent leurs entreprises, ils ne recrutent que les frères du village. Voilà. Ou bien situer les choses telles que moi je comprends. C'est vrai qu'il y a le mérite. C'est vrai qu'il y a le mérite. C'est vrai aussi qu'il y a ça. Et franchement, Dieu merci quand même. Je sais voilà. Comment le MRC compte pour me maintenir. Mais d'autres ont vraiment subi cela. Merci. Alors, de un. Si, l'entreprise privée créée par un individu repose sur la souveraineté entière de cet individu-là, donc c'est son entreprise à lui, c'est clair que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps de cette entreprise. Ça déjà, il faut que ce soit clair. De deux, il est possible que, en examinant les compétences, le hasard des choses fait que les personnes les plus talentueuses sont ceux issus de ma région. C'est possible, c'est une probabilité mathématique. De trois, le MRC n'a pas fait une différenciation de la dénonciation publique ou privée du tribalisme. L'article 241 de la loi camerounaise va s'appliquer à tous les Camerounais sans distinction. Qu'est-ce que le MRC a prévu pour les entreprises privées? Première chose, la réduction de la pression fiscale. On a envisagé diminuer l'impôt sur les sociétés de 33% environ aujourd'hui, on va ramener ça à peu près 25%. Ça permet à un entrepreneur, notamment les entrepreneurs privés, d'avoir un peu plus d'argent pour éventuellement mieux payer les salaires existants ou embaucher du nouveau personnel, parce que c'est quand même beaucoup. C'est 8% de 8 points de pourcentage de différence, ce qui n'est pas rien. Surtout si une entreprise a une forte capitalisation, c'est clair que 8% d'impôts en moins, c'est une somme énorme. Il peut employer du personnel, il peut faire énormément de bonnes choses. Maintenant, l'article 241 va s'appliquer à chaque cas de tribalisme avéré, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. C'est comme si tu me dis le harcèlement sexuel envers les femmes. Évidemment, dans un état de droit, c'est puni, c'est dénoncé. Si une femme qui veut postuler pour un travail arrive dans le bureau d'un directeur, même si c'est d'une entreprise privée, et qu'elle peut démontrer, elle a des éléments factuels qui montrent que cet homme-là lui a fait du harcèlement, lui fait la pression, lui dit que si tu ne tombes pas sur le canapé, je ne te donne pas le boulot. La loi va s'appliquer à ces gens-là, quel que soit le domaine sur lequel ils travaillent, parce qu'il faut interdire aux gens de mépriser la loi et surtout de mépriser autrui. Le tribalisme, c'est pareil. Le paragraphe 3 de l'article 241 a bien précisé que la sanction pour la haine tribale ou la marginalisation ethnique est d'autant plus forte que le tribaliste concerné, c'est une personnalité connue du paysage socio-économique, socio-politique du paysage camerounais, et en tout cas dans la Constitution, bon, on a mentionné quelques-uns pour donner des idées, genre personnalité politique, membre du clergé, personnalité des médias, mais voilà, c'est pour vous dire, ça englobe en fait toutes les sphères de la société.
un directeur général, un promoteur immobilier, bref, tous les corps sociaux, quelqu'un qui a une position importante, que ce soit dans le public ou dans le privé, le paragraphe 3 de l'article 241 précise que ces gens-là, justement, auront une sanction plus grande que si c'était un Camerounais lambda. Un Camerounais lambda, un petit fou du quartier qui dit sale bamileke ou sale boulot. On peut encore fermer les yeux dessus et dire que voilà, le fou là, bref, laisser, pas qu'on va accepter, mais je caricature, je dis, on peut encore laisser le fou là s'agiter. Mais une personnalité publique suivie par des millions de personnes, par des milliers de personnes, et qui représente, qui a une grande importance dans le paysage socio-politique, socio-économique de la République, et qui se rend coupable de telles choses, c'est un peu comme si vous me dites que monsieur, je sais pas, le directeur de telle ou telle entreprise a voulu agresser sexuellement une fille dans un hall d'hôtel. Voilà, ça peut être son entreprise, ça peut être un truc privé, mais ça ne change rien qu'il est sous le coude de la loi. Le MRC va combattre le tribalisme sous toutes ses formes. Le MRC, par exemple, est un parti politique, donc qui appartient à quelqu'un, c'est plus ou moins une entité privée. Si elle est une entité publique et privée, mais prenons ça comme une entité privée, mais même au sein du MRC, nous combattons toute forme de tribalisme. De toute façon, je n'en ai pas vu. Il y a personne au MRC à qui on a dit tu n'entres pas ici parce que tu n'es pas bamileke, comme Maurice, comme je suis très aimé au MRC. Or, je ne suis pas bamileke parce que les gens c'est Wilfried, il s'exprime bien, il a de la matière, on peut l'inviter à des conférences. Je sors de la Suisse là ce week-end, on avait l'assemblée générale. J'ai été invité parce que voilà, le MRC a besoin que ceux qui peuvent parler parlent. On n'a pas dit toi, tu es du socle granitique de Billa, ne viens pas. On va mettre d'abord les bamileke en avant. J'ai eu celui qui a eu le plus longtemps de parole. Voilà. Or, je ne suis pas du socle granitique de Maurice Kamto, parce qu'au MRC, on privilégie la compétence. Dont le frère, que ce soit public, privé, les réformes pour les entreprises privées au MRC concernent la possibilité de bénéficier de l'épargne nationale, du fonds souverain de la diaspora et la réduction fiscale. Ça ne ferme pas les yeux ça n'encourage nulle part la marginalisation ethnique ou la marginalisation tribale, et ça ne ferme pas les yeux sur le fait que tu es compétent et on t'a rejeté parce que tu étais bamileke. Si quelqu'un, donc, sous la gouvernance du MRC, peut venir prouver, parce qu'il s'agira pas d'accuser les gens sur, des méthodes de pharisiens comme le génie de l'humour qui était là tout à l'heure et qui m'explique que dans l'Ouest, je sais pas, tel n'est pas maire. Je lui demande, est-ce que tu es allé à l'Ouest et tu as posé ta candidature? Évidemment, il ne l'a pas fait. Mais il a besoin d'accuser que si quelqu'un va à l'Ouest et veut être maire et on lui dit tu n'es pas maire parce que tu es bamileke, là c'est le tribalisme. Comme on a fait avec André Wooking à Yaoundé, ou comme on a fait avec Gabriel Simo à Douala, ou comme on a fait avec les militants les Apollinaire Rocco et Sam Séverin Ango à Ebolova. Ça c'est du tribalisme. Donc, dans une entreprise privée, toutes les dérives sont à dénoncer comme si c'était une entreprise publique parce que nul n'est au-dessus de la loi et encore moins les entités privées. On a un article pur dessus qui ne demande qu'à être appliqué. Et l'Imbilobe, par exemple, c'est un individu, une personne privée qui intervient dans des chaînes privées mais qui viole l'article 241 tous azimuts sur le tribalisme. D'ailleurs, à son crédit, à cause de ses bêtises sur les plateaux télé, les gens ont vandalisé aujourd'hui la tombe d'Ernest Wenge. Il est évident que le MRC au pouvoir, celui-là aurait été arrêté il y a bien longtemps et jugé conformément à l'article 241, parce qu'il faut assainir la société camerounaise de la pourriture impunie qui envahit le paysage communicationnel. Donc c'est ça qu'on a prévu de faire également au sein des entreprises. Aujourd'hui, on est à l'ère du téléphone. Les femmes sont souvent très intelligentes. Tu peux piéger le DG d'une société. Tu vas, je sais pas, un talkie-walkie, bref, je sais pas. Tu as un peu de créativité, caméra cachée, je ne sais pas. Quand il t'insulte, quand il te dit sale bamileke, sale chienne, tu enregistres. Tu soumets. Ça sert de pièce à conviction pour notamment une éventuelle accusation. C'est comme ça qu'on piège souvent certaines personnes publiques ici et ailleurs. Donc, rassurez-vous. En tout cas, si le MRC laisse un élément de tribalisme passé, je serai le premier adversaire du MRC. Maurice Kamto le sait. On n'est pas là pour Kamto, toujours Shogun. On est là pour redresser le pays et le sortir de la poubelle dans laquelle il baigne depuis belle lurette. Si le tribalisme perdure au Camer, c'est parce qu'on est gouverné par le tribaliste en chef, Paul Biya. Parce que, voilà, dans un pays où tu as un dirigeant vertueux, il va arrêter tous les tribalistes. Mais quand tu as un ministre de la Communication qui fait des communiqués sur des enfarenages en diaspora et qui ne dénonce ni ce qui s'est passé à Meyo, ni l'imbécile Zambo Evina,
qui annonçait sur TikTok récemment là que lui, il aime quand il découpe l'œsophage et quand le sang s'éparpille sur le visage. Mais quand tu as un gouvernement comme ça, c'est clair que eux, le tribalisme les arrange. Donc si on est pour le MRC, c'est justement parce qu'on n'est pas pour la continuité. Vous pouvez donc être tranquille, en tout cas tant que moi je serai vivant, que je ne vais jamais y applaudir ou laisser Maurice Kamto fermer les yeux sur des éléments avérés de tribalisme, même dans des structures privées. Ok. Il y a Jeanne qui demandait à ce qu'on intervenir pour soit une information ou pour ajouter quelque chose. Jeanne, tu es là, si tu peux prendre la parole. Pendant Wilfried prend un verre d'eau et je vais passer la parole après à V. Samari. Voilà. Donc après Jeanne, c'est V. Samari qui va prendre la parole. Ok, bonsoir. Jeanne, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je suis montée simplement. Sois la bienvenue. Merci. Je suis montée simplement parce que, étant donné que Wilfried n'avait pas lu le livre, moi non plus, mais par contre, j'ai eu l'occasion de lire la préface et j'attends d'avoir le livre. Et sur ce panel, Emma Rose avait déjà lu cette préface à la personne qui a posé la question. Donc, on a l'impression que c'est plus pour piéger les gens que pour savoir exactement. Alors, le livre, c'est le livre de Monsieur Kenyé Pokam qui s'appelle Unité nationale au Cameroun. Et Maurice Kamto en a fait une préface. C'est un livre qui a été recensé comme un des livres les plus tribalistes et vraiment qui renforce le sentiment d'ethnofascisme bamileke. Et donc, les gens reprochent à Maurice Kamto d'en avoir fait la préface. Alors, je vais d'abord dire que une préface n'est pas faite forcément parce qu'on adhère aux idées qui sont consignées dans un livre. Il faudrait que les gens sachent qu'une préface, c'est pas forcément le cas. Alors, je prendrai pour exemple la première fois où Maurice Kamto a fait de la prison. Il avait reçu la proposition de faire la préface du livre, je ne me rappelle plus de quel ministre. À l'époque, il était même pas encore, je crois qu'il n'était pas encore marié parce que quand il racontait, il disait qu'il habitait la Cité Verte et que on est venu le chercher dans son appartement qu'il habitait avec un de ses amis. Il devait faire une préface, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, là j'ai vraiment un blanc. Et Wilfried, je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'il allait, qu'on l'a emmené au CED et que grâce aux étudiants béninois, il en est sorti. Monon Djana, c'était Voilà. Monon Djana lui a proposé de faire la préface de son livre, voilà. Et il a dit à Monon Djana, après avoir lu le livre, est-ce que tu me permets, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses dans le livre, est-ce que tu me permets de les lire, de les dire librement? Et Monon Djana est donc allé dire que le professeur Kamto était contre la République et on l'a emmené au CED où il est resté plusieurs jours. Ce qui confirme le fait qu'on puisse faire une préface alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec l'auteur. Je vais juste... Jeanne, je suis désolé, hein, je vais te couper parce que moi, je gère le panel. Est-ce qu'il y a un exemple dans le monde de quelqu'un... Excuse-moi. Non, je veux bien que tu gères le panel. Parce que là, tu es en train de vouloir me poser une question pour me dire éventuellement le contraire de ce que signifie une préface. Moi, je n'en suis pas là. Je suis monté dire ce qui est consigné dans le livre, ce que la préface dit, et je donne un exemple d'une autre préface que Maurice Kamto devait faire et qu'il a mené en prison. Et quand on regarde dans le dictionnaire, non, s'il te plaît, ne brouillons pas les débats. Dans un dictionnaire, une préface n'est pas forcément un avis positif sur le livre. C'est son avis sur le livre. Et je vais vous lire la préface enfin, je vais pas lire la préface parce qu'elle a quand même 4 ou 5 pages et c'est sur l'ordinateur, c'est pas très, c'est sur une tablette, c'est pas très, mais je vais vous dire ce que j'en ai tiré. Alors, Maurice Kamto a dit que l'auteur touche un problème sensible de manière courageuse et que le livre est écrit à la première personne, ce qui marque l'entière responsabilité de l'auteur, et il a bien marqué le ton polémique et passionné de l'auteur. Il a déploré que les références de l'auteur ne soient pas académiques
Et plus loin, il dit, l'auteur pourfend l'ethnicisme comme un obstacle à l'unité nationale qui conduit certains à vivre plus leur tribalité que leur intégration. Ce livre met donc à nu certaines réalités et certaines contradictions qui peuvent faire paraître... Alors, il a dit... Excusez-moi, hein, j'essaye de lire en même temps sur... Alors, ce qu'il critique, c'est que la manière dont l'auteur a décrit certains faits peut faire penser qu'il est tribaliste. Et pour lui, il aurait dû avoir des références qui étaient plus académiques pour faire comment je peux dire, les affirmations qu'il a faites dans le livre. Voilà comment j'ai résumé ça. Ce que les gens disent aujourd'hui, c'est que Monsieur Maurice Kamto a été complètement d'accord avec le livre. C'est pour ça qu'il en a fait la préface. Alors que quand on lit la préface, il a bien dit qu'il y a beaucoup de controverses et que il regrette que l'auteur n'ait pas eu de référence académique pour affirmer ce qu'il a affirmé dans le livre. Voilà ce que je voulais dire. Et quand je lirai le livre, Madame, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Ok, merci. Non, c'est pas je suis venu affirmer des choses. Je ne suis pas venu... S'il te plaît, c'est moi qui gère ce panel. S'il te plaît, Charlie, juste une question. Non, je ne suis pas venu donner un avis. Ce n'est pas l'origine du débat. C'est pas l'origine du débat. Elle ne peut pas venir donner deux... C'est pas l'objet du débat. Charlie, s'il te plaît, je demande une doléance. S'il te plaît, je demande une doléance. D'abord, j'ai compris. Ferme d'abord ton micro. Je vais préciser quelque chose, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait venir Madame Jeanne pour qu'elle précise sa parole. Elle a fait, je vais donner mon point de vue. Et s'il y a des gens à qui je veux passer au point de vue, je le ferai. Mais pour l'instant, Wilfried est là. C'est pour ça que j'ai fait. On a retenu Wilfried pour ce soir. Et on va continuer sur la lancée. Voilà, je vais donc descendre parce que je voulais simplement venir dire ce qu'il y avait dans la préface. Merci, Madame Jeanne. Je ne suis pas venu discuter. Ok. Une doléance, s'il te plaît, Charlie. Tu peux y aller, Jeanne. Oui, vas-y. On va calmer. Parce que là, je suis à l'hôpital et bientôt, on va me recevoir. Tu voulais poser la question, c'est ça? Oui. Donc, ok, vas-y. Vas-y. Quand tu es à l'hôpital, vas-y. Oui, une observation et la question. Vraiment, Boss, je te remercie vraiment pour cette opportunité et cet exercice vraiment que tu fais en invitant une personne ressource pour éclairer de plus en plus. C'est moi-même qui suis venu, le père. Je voulais la lanterne ce soir. C'est moi-même qui suis. La lanterne des futurs électeurs sur les programmes politiques. J'espère aussi qu'on pourra recevoir les autres personnes ressources des autres partis politiques. Et voilà, bon, et contrairement à BBL, moi j'ai déjà fait mon choix. Momo, je vais te faire descendre. Je disais que, s'il te plaît. Contrairement à BBL, moi j'ai fait mon choix depuis, voilà. Et Wilfried était vraiment trop fort, trop fort. Tout ce que je vais te demander, c'est juste d'être précis et concis sur tes réponses, vraiment, d'être vraiment précis et concis. Je sais pas si Charlie, tu peux à chacune de ces réponses allouer peut-être 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en bas qui veulent monter et qui ont des questions. Comme j'ai dit, moi j'ai déjà fait mon choix et c'est Maurice Kamto que je vais voter. Et aussi ma question donc. Non, mais tu n'as plus de place ici. On a besoin. Non, je vais poser ma question. Okay. Ma question, voici. Non. Et oui, je vais descendre tapoter parce que Charlie, peut-être tu oublies que c'est notre communauté, que nous ici on choque chaque jour ensemble avec Boss. Voilà, donc c'est comme si, depuis là, c'est comme si tu me reconnais pas. Non, je te reconnais. Mais... Donc c'est pour ça qu'après ma question, je vais descendre tapoter. Parce que même avant de monter, j'ai tapoté jusqu'à avoir le panari. D'accord, merci. Ok, pose ta question alors. Voilà. Donc, Wilfried, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes faire leur petite fortune en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant le numérique, plus précisément TikTok et Facebook. Et il y a également l'intelligence artificielle qui fait partie de la nouvelle donne. Donc, je ne sais pas si tu peux nous expliquer vraiment en quelques lignes quelle est la place en fait de cette technologie-là
dans le programme du MSC et comment est-ce que le MSC compte utiliser ça pour permettre le développement du Cameroun? Merci et je descends. Ok, on va d'abord crever un petit abcès là tout à l'heure parce que les méthodes des pharisiens, même si je prends ça comme un compliment parce que ça veut dire que le MRC est très performant et que les gens ont besoin d'aller chercher les à côté pour nous discréditer. Maintenant, la dernière trouvaille, c'est la préface. Retenez une bonne fois pour toutes, y compris, je pense que votre ami, le génie de l'humour, est encore en commentaire. La préface d'un livre... Je te coupe pas. Master, s'il te plaît, toi qui reconnais les gens qui sont très souvent de d'autres bords politiques, tu peux les faire monter. Je te laisse la possibilité de faire monter les gens, s'il te plaît. La préface d'un livre. Il faudrait que... bonsoir Wilfried, bonsoir à tout le panel. Pour cela, il faudrait que Boss me donne les manettes. Parce que là, je n'ai plus accès. Ah, ok, attends. Bon, Boss, ok, j'ai compris. Je croyais que tu avais les manettes là. C'est pour ça que je t'ai fait monter, parce que je voulais qu'on soit deux pour s'alterner de temps en temps. Parce que je ne peux pas en même temps suivre, en même temps faire monter. Il faut que les militants de d'autres partis puissent justement intervenir. C'est très important. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Okay. Voilà, Boss m'a donné les manettes, c'est bon. Ok, voilà. Donc tu peux La préface d'un livre, en fait, vous informe sur... Vas-y, Wilfried, c'est à toi la parole, désolé. La préface d'un livre vous informe sur ce dont parle le livre. C'est tout. C'est un élément neutre. Ça veut dire que celui qui rédige la préface peut être d'accord avec le livre. Celui qui rédige la préface peut au contraire vous mettre en garde et énoncer des réserves par rapport à ce que le livre dit. La préface peut vous dire, ce livre parle des élections de 2018. Par contre, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant, vous ne le trouverez pas dans ce livre. C'est tout. En 2016, le livre Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler en 1924, est tombé dans le domaine public parce que c'était, voilà, je crois qu'il y a près 72 ans, quelque chose comme ça, avant que ça tombe dans le domaine public, donc ça peut être réédité. Ça avait été interdit parce que ça fait la promotion du nazisme. Mais ça a été réédité. Est-ce que les gens qui ont réédité Mein Kampf sont des nazis? Non. La preuve. En France, par exemple, c'est les éditions Fayard qui ont publié ça il y a 3 ans, 4 ans, c'est en 2021. Ils ont publié le livre en ajoutant des pages. Ils ont appelé ça la réédition critique, c'est-à-dire, avant la lecture du livre, on vous décrit ce dont parle le livre et on vous explique le contexte. Il leur a écrit ça quand il était et on vous dit, faites ci, faites ça, faites attention à telle chose, à telle... C'est ça, en fait, le commentaire du livre. Ça te prépare à ce que tu vas lire. Est-ce que Fayard a été condamné pour antisémitisme parce qu'ils ont republié le livre d'Adolf Hitler? Bien sûr que non. Fayard a rédigé sa préface et même sa postface, parce qu'il y a ce qui vient après le livre, pour mettre le lecteur dans les prédispositions de savoir ce dont il est question dans le livre. Rédiger une préface, sauf pour les gens qui veulent, comme depuis le début, il y a 2-3 personnes qui viennent ici faire la roublardise pour ils ne veulent pas écouter la réponse parce que la réponse ne cadre pas avec la manipulation et le pharisianisme qu'ils avaient déjà prévu. La préface n'est pas l'approbation du livre. Sinon, on allait parler d'adoubement. Il a rédigé un adoubement. Une préface, c'est ce qui vient avant. Comme la postface, ce qui vient après, c'est un commentaire. Et donc, je vous dis que le livre d'Adolf Hitler qui avait été interdit a donc été réédité, notamment en France où la plupart d'entre vous vivent il y a quelques années, avec justement des commentaires au sujet du contenu. La préface, c'est exactement la même chose. Et je suis en train de parler depuis, les gens ne me disent pas ce que dit le livre en soi. Des gens qui n'ont pas lu le livre viennent s'agiter à parler de choses qu'eux-mêmes n'ont pas lues. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que dans le livre, Monsieur Pokam dit telle ou telle chose, et qu'à ce sujet, Maurice Kamto a approuvé, mais des gens viennent avec des méthodes de pharisiens en disant le livre parle, enfin, je ne sais, c'est pas à moi de vous dire le contenu du livre. Donc, celui qui a lu le contenu du livre me ramène le livre en question et me montre la partie où, dans la préface du MRC, enfin, dans la préface de Maurice Kamto dit « J'approuve telle idée dans le livre ». La préface est un élément, je le répète encore, absolument mixte ou neutre. Tu peux être d'accord dans ta préface. J'ai un ami Njonga qui m'avait demandé de rédiger la préface de son livre sur la vision du Cameroun de demain. Quelqu'un écrit son livre, il te demande est-ce que tu peux rédiger la préface? Il ne te dit pas est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu es... Il estime simplement que bon, le fait qu'on sait que toi tu as rédigé, ça peut donner plus de visibilité au livre, ça peut donner plus d'opportunités au livre d'être discuté sur la place publique. Ça expose le livre et ça fait l'objet d'un débat national.
Ça ne veut pas dire j'ai rédigé ta préface, je suis d'accord avec ce que tu dis. Si par exemple le génie qui est en commentaire a écrit un livre et que je rédige sa préface, je vais évidemment écrire dans la préface attention, ratio d'imbécilité au mètre carré très élevé, dont soyez aguerris au moment de la lecture. Ce sera ça, ma préface. Comme ça, celui qui ouvre le livre pour lire sait que le niveau d'ineptie qu'il va rencontrer toutes les 3 lignes sera assez incroyable. Donc, résoudre le problème par l'équation préface égale approbation, c'est absolument insensé. Sinon, ceux qui ont réédité Mein Kampf seraient en prison actuellement pour nazisme. Il faut être sérieux à un moment donné. Je comprends par contre ces petites méthodes de pharisianisme de gens qui, sur le débat politique de fond, ne peuvent rien dire au MRC. Soit c'est le tribalisme, soit c'est le petit Congossa de quartier pour avoir des choses à dire. Mais vous voyez bien que dans le débat des projets politiques, qu'on va parler d'énergie, de sciences et techniques, d'industrie, de monnaie, de souveraineté et dans les grands paradigmes, ils ne sont pas là. Donc pour avoir des choses à dire, on dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand la femme alors n'est même pas belle et qu'elle est laide, imaginez le peu qu'elle a à donner. C'est ça qu'on a à faire ici avec certaines personnes qui s'agitent énormément en commentaire. Ça, c'était juste pour éclaircir 2-3 choses. Et c'est pour ça qu'ils veulent comprendre. Hein. Il y a des têtes dures ici à qui ça ne sert à rien d'expliquer des choses. Ils ne veulent pas. Il y a encore des gens qui disent en 2025 que la Terre est plate. Donc ne perdez pas parfois votre énergie à convaincre certains types d'esprits. Ils ont décidé de ne rien comprendre, de ne rien savoir, de ne rien donc économiser votre temps et votre énergie. La vie est courte et le temps précieux. Mais je tenais à préciser cela puisque quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il y a un livre dont on a rédigé la préface alors qu'on n'était pas d'accord avec le contenu? Oui, Mein Kampf d'Adolf Hitler. La question n'est pas difficile à répondre. Mein Kampf d'Adolf Hitler. Plus personne ne propage aujourd'hui l'idée du nazisme de manière assumée. De toute façon, le nazisme est condamné par toutes les lois du monde. Donc ceux qui ont réédité Mein Kampf ont rédigé des préfaces, des critiques à l'interne et des postfaces dans lesquelles ils ont mis à chaque fois attention, tenir compte du contexte. Le livre nous parle d'une réalité dans les années 20 en Allemagne. Le livre, en fait, ça t'informe sur le contenu du livre. Que ceux qui disent donc que Moros Kamto prône l'ethnofascisme pour avoir présenté un livre aillent porter plainte aux éditions Fayard pour apologie du nazisme. Le pharisianisme ne fonctionne pas avec le MRC. Ok. Basma, c'est à toi la parole, s'il te plaît. Charlie, si tu permets avant, Wilfried, tu es très généreux dans tes réponses. Alors, si tu veux être un peu plus précis et concis, parce qu'il y a du monde en bas qui attend justement pour monter, que ceux qui sont en haut posent leurs questions et cèdent la place à tout cela. Donc c'est pour cela que j'ai d'abord fait monter Fétiche, parce que je pense que lui il est beaucoup plus voilà, il voudrait avoir un échange avec Wilfried, mais il y a aussi du monde en bas, donc posez vos questions, vous libérez la place. Kwam Kam Gang. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je sais pas, je connais un certain Kwam Kam Gang qui se faisait appeler Fétiche de guerre, je ne sais pas si c'est lui. Moi non plus, donc il va devoir là se présenter si c'est enfin lui. Bref, ok. Master, je voulais que les gens qui étaient sur le panel avant finissent déjà et qui descendent. Et puis voilà, donc il y a Vasmal qui doit poser sa question. Il est pour descendre, ce sera sa deuxième question, je crois bien. C'est ça, non, Vasmal? Oui, c'est bien ça. Ok, quelqu'un veut poser une question. Il y a une ou deux questions, hein, pas plus, parce que là... C'est 2 questions. C'est 2 questions. Oui, il y a Je vais essayer d'être plus court. J'espère que vous ne resterez pas sur votre faim parce que malheureusement les questions de l'avenir d'un pays ne sont pas si courtes que ça. En tout cas, on va y aller. Mais notre ami comme gang est parti. C'est comment? Ok. Ok, merci beaucoup. Moi, passer la parole. Bonsoir à tout le panel. En fait, moi, je suis un jeune Camerounais, étudiant présentement en France. En fait, la question que je vais poser à Wilfried, c'est par rapport aux jeunes étudiants qui se trouvent présentement au Cameroun, que j'ai vécu. Par rapport aux étudiants, vraiment des facultés de l'université de Douala. Présentement, j'ai une préoccupation par rapport au niveau de la connexion Internet. Pour moi, c'était une préoccupation très difficile parce que travailler était très difficile. Donc, j'aimerais savoir comment le MRC compte mettre en place un moyen pour aider les jeunes étudiants à pouvoir faire des recherches, comme on vient de passer, pour franchement fréquenter, il va falloir beaucoup faire des recherches, étant donné que la connexion Internet est
un point majeur pour pouvoir faire travailler, faire des recherches. Et on sait combien coûte la connexion très énormément au Cameroun. Bon, j'aimerais savoir comment le MSC compte mettre en place un moyen pour aider les jeunes étudiants à traverser ces difficultés. Alors, l'Internet, c'est un peu comme l'accès même à l'outil informatique en lui-même. C'est clair qu'on ne peut pas donner l'ordinateur à chaque étudiant, en tout cas pas toujours, de toutes les universités du pays. Et c'est aussi clair qu'on ne peut pas payer l'abonnement de chaque étudiant. Il y a une mesure qui est mise sur pied dans des pays comme le Rwanda, et que j'ai d'ailleurs vu aussi quand je suis arrivé en Allemagne, l'accès au, comment on dit ça en français, le Rechenzentrum, la salle des machines, voilà, dans les universités. C'est-à-dire, l'État met sur pied un budget de fonctionnement sur les modems, les fibres, bref, la possibilité d'avoir une connexion Internet. L'État prend ça en charge et met sur pied une disponibilité de connexion à haut débit à l'intérieur de l'université et maintenant mobilise de l'argent public pour acheter un ratio correct d'ordinateurs qui permettent donc aux étudiants de venir avec un mot de passe inhérent à leur carte étudiant, de venir gratuitement faire des recherches à l'université. C'était comme ça, par exemple, à l'université de Francfort, en Allemagne, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire, tu as ta carte étudiant et à l'intérieur, tu as les mots de passe, tu as les coordonnées. Ça fait qu'il y a que les étudiants qui ont accès, donc c'est pas n'importe qui ne va pas venir et ouvrir l'ordinateur. Il suffit de s'inspirer d'un modèle comme celui-là en attendant que le tissu industriel du pays et la fourniture en fibre optique et en alimentation permettent aux 100% de la population d'avoir une couverture Internet à haut débit. Mais déjà pour les étudiants, il faut de manière globale doter les universités de la possibilité d'avoir un accès digne de ce nom à l'outil Internet pour faire leurs recherches. Et donc, comme j'ai dit, c'est simple. Je m'inspire toujours des modèles, enfin, on s'inspire toujours des modèles qui fonctionnent. C'est l'avantage que la plupart des membres du directoire du MRC ont, c'est d'avoir quand même vécu plus ou moins en Occident et d'avoir pu s'inspirer, même en Asie, c'est déjà le cas, des modèles qui fonctionnent. Donc à l'université, par rapport à ce qu'on avait eu sous Famon Ndongo, où il avait reçu 75 milliards pour 500 000 ordinateurs, il a gardé la moitié de cet argent dans sa poche, il a ramené des calculatrices à eau, qu'il a appelées ordinateurs. Or, une partie de cet argent aurait pu permettre de financer des modems de qualité et voilà, une connexion de qualité pour les universités et de créer un vrai centre. Pas forcément des ordinateurs privés à chaque étudiant. Non, on peut acheter davantage d'ordinateurs accessibles à tous les étudiants en les mettant simplement dans une salle des machines à l'université. Ça permet que après les cours ou pendant les cours ou dans des périodes hors cours, chaque étudiant peut aller dans la salle des machines. On peut en avoir plusieurs. Chaque salle des machines a 100, 150, 200, 300 ordinateurs. Chaque étudiant peut y aller, s'asseoir, se connecter avec ses mots de passe et faire ses recherches pendant toute la journée. En Allemagne, c'était jusqu'à 21h. À Francfort, là, jusqu'à 21h, c'est ouvert de 8h30 à 21h. Donc, même si tu n'as pas d'ordinateur chez toi, tu peux y aller tous les jours. C'était même ouvert les samedis, il n'y a que le dimanche où c'est fermé. Donc, tous les jours. C'est comme si tu avais un ordinateur, sauf que il appartient à tout le monde. Dès que tu as fini, tu fermes ta session, tu t'en vas. Dans un premier temps, c'est comme ça qu'il faut procéder, que ce soit, enfin, notamment dans les universités publiques, car nous n'avons pas prévu de préconiser les sciences et techniques et de négliger l'accès à l'outil Internet. C'est de la même manière qu'on parle de fourniture énergétique comme un maillon essentiel pour l'industrie. Et tout à l'heure, je parlais des centrales à gaz quand je comparais la fourniture d'une centrale à gaz avec le barrage à Nachtigal, par exemple, où je disais qu'une centrale à gaz, par exemple, fournit beaucoup plus, pour le même montant, en tout cas, que le barrage de Nachtigal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en construire, mais je dis, avec l'argent qu'ils ont jeté dans Nachtigal, une centrale thermique produisait 3 fois plus. Et encore, je suis gentil, c'était plus de 1400 mégawatts. Samuel, tu vas descendre pour laisser la place à quelqu'un. S'il te plaît, j'ai une dernière question avant de descendre. Ok, vas-y alors, vas-y. Toujours dans cette même lancée, tu vois, j'aimerais savoir, quand je suis arrivé en France, j'ai constaté qu'avec 10 euros, on a la possibilité d'avoir 200 gigas et les appels illimités sur une SIM. En fait, j'aimerais savoir si on n'aurait pas une possibilité d'installer ce même système, même si, disons, à une hauteur de 20 000 francs, on peut avoir ces mêmes accès avec pratiquement de Internet et des appels illimités.
Bon, merci, tu vas descendre. Hein. Merci pour ta question. Wilfried, à toi la réponse, s'il te plaît. Il y a eu une voix en fond sonore, là, je ne sais pas d'où ça vient, ou c'est moi seul qui entend. Ça doit être chez toi. Non, c'est pas chez moi. Ah non, c'est pas chez toi, ok. C'était chez quelque chose là. Alors, il faut savoir que l'Internet en France n'est pas, c'est pas l'État, comment dire, c'est plusieurs structures. Tu as Bouygues, tu as Free, tu as Orange, en fait, l'Internet n'est pas seulement le fait de l'État. Il y a des entrepreneurs, des ingénieurs qui viennent avec une offre de connexion, une offre Internet qui vient. En fait, c'est un investissement. L'Internet, il n'est pas seulement public, il est également privé. L'État peut procéder par le MRC a prévu de préconiser énormément de joint venture, de partenariats public-privé dans la mesure du possible, ou simplement de laisser la place au privé de se déployer en allégeant la bureaucratie, ce qui a rendu difficile l'implémentation de certaines structures comme celle-là, comme les Free Orange version Cameroun. C'est le fait que beaucoup d'ingénieurs sont venus de France, d'Allemagne, du Canada pour mettre sur pied une offre de téléphonie, une offre Internet au Cameroun, mais ils ont été énormément empêchés par le gouvernement. L'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous reprochons son soutien à Samuel Eto'o, c'est parce que lui-même, il a souffert sous le joug de ce régime, avec notamment Eto'o Télécom. À un moment donné, tu viens implanter ta structure. Les mêmes personnes pour lesquelles la structure serait avantageuse, les mêmes personnes te mettent les bâtons dans les roues. L'une des possibilités que le MRC a envisagées, c'est de réduire au maximum la bureaucratie. C'est-à-dire moins de personnes que tu dois avoir dans les bureaux et qui vont te soudoyer, qui vont essayer de te, comment dire, je sais pas le terme, qui vont essayer de te conduire à te plier à certaines choses pas très catholiques si tu veux que ton projet fonctionne. On a dit qu'on va instaurer notamment énormément d'administration électronique, quand même avec le peu d'internet déjà disponible, c'est possible. Donc tu as un dossier, tu as tout ce que tu peux faire en ligne, tu le fais en ligne, limite tu vas rencontrer une seule autorité pour une signature finale, mais tu ne vas plus passer par 1000 canaux pour qu'une idée soit validée. C'est ça qu'on appelait l'e-government ou l'e-administration, administration. Donc ça permet à un opérateur qui vient avec son argent, avec sa technologie, avec ses ingénieurs, qui vient au Cameroun et qui dit au gouvernement, moi j'ai une offre de téléphonie, j'ai un projet Internet, j'ai un projet mobile que je veux mettre sur pied, voici mes garanties, voici ce que on lui dit, ça va servir au pays, voici les conditions que tu as remplies. En fait, on lui allège la chose de manière à ce que ça puisse aller vite. C'est ce que nous pouvons faire parce que c'est pas l'État qui va à lui seul fournir la couverture Internet à tout le monde. Dans la France que tu as citée, c'est pas l'État. Il y a 1000 entreprises. Free, ça appartient à Xavier Niel, par exemple, c'est une entreprise privée. C'est l'une des plateformes parmi les plus utilisées parce qu'elle est relativement moins chère, même si certaines personnes se plaignent qu'elle n'est pas toujours performante. Mais bon, ça, c'est les standards européens. Sinon, tu amènes ça au Cameroun, en fait, c'est sans défaut, Free. Ça fonctionne très bien. Tu peux connecter 4, 5, 6 appareils en même temps et regarder un match de foot, un film sans la moindre interruption de connexion. Donc c'est cette vision-là, en tout cas, que nous avons facilité le déploiement des opérateurs privés. Bon, je vois qu'on a un peu la pression dont je président. Merci Wilfried. À toi la parole. Priorité au parti de l'opposition. Bonsoir tout le monde. Wilfried est là aussi. Donc Haïti devrait parler. Il faut faire parler ceux qui ne croient pas à ce dont Wilfried défend. C'est très important. Okay, non, on a fini d'abord avec ceux qui étaient là, en fait. Donc, président, prend la parole. Après, Aïssi va prendre la parole. Président, à toi la parole. Je vais poser deux questions. Ma première question a deux volets. Monsieur Wilfried, que pensez-vous des casses de l'ambassade? La première a deux volets, c'était déjà deux questions. Que pensez-vous des casses de l'ambassade? Alors, je réponds à chaque question. Non, je peux encore terminer, s'il te plaît. Que pensez-vous des cas de l'ambassade dont les jeunes Camerounais ont perdu leur passeport? Et la deuxième, qui est la base qui proclame d'avoir financé les ambazoniens et d'être en contact avec Phil Marshall pour l'achat des armes, dont les vidéos sont dehors. Ça, c'est ma première question. Après, dès que vous répondez, je vous pose la deuxième.
Ok, tu as posé en fait 2 questions. Tu es comme le RDPC, beaucoup de roublardise. Tu poses 2 questions, tu dis c'est ta première. C'était 2 questions, mais rassure-toi, je vais y répondre. La première, c'est que je prends des cases de l'ambassade et s'il te plaît, parce que vous oubliez, prends un stylo, tu écris les dates là sur un papier. Comme ça, tu ne vas plus oublier la prochaine fois. Les casses de l'ambassade, ce que vous appelez casses, alors que ce ne sont pas des casses, c'est de la paperasse qu'on a renversée. Je sais pas quel est le pilier de l'ambassade qu'on a cassé. Je connais l'ambassade en question. Je sais où elle se trouve à Berlin. Je sais où elle se trouve à Paris. Je sais où elle se trouve à Bruxelles. Je n'ai pas vu un pilier, un poteau qui est cassé. Je n'ai pas vu un bâtiment s'effondrer sur quelqu'un. Dans même la formulation de la question est malhonnête. C'est des actes de vandalisme, les mêmes que commettait Nelson Mandela, qui est un héros de Paul Biya. C'est les actes les mêmes que commettait celle qui a milité pour le droit de vote des femmes en Europe, Madame Pankhurst, les mêmes que commettaient les Rosa Parks et consorts qui militaient pour les droits civiques. C'est de simples actes de vandalisme qui n'ont coûté la vie à personne. Donc, les cas des ambassades, ce que j'en pense, c'est qu'elles sont une réaction aux fusillades qu'il y a eu au Cameroun. On était le 26 janvier 2019, dans la nuit. C'est là où les ambassades ont été vandalisées en fin d'après-midi. Et en journée, on avait tiré sur Célestin Jammeh, sur Michel Ndoki, sur Gaëtan Gankam en les insultant. D'ailleurs, ça aussi c'est en vidéo. Peut-être tu n'as pas vu ces vidéos-là, où un policier se tire sur Gaëtan Gankam, qui lui n'est pas armé, et le policier lui dit « Tu as dit que tu allais marcher, non marche ». Or, marcher, c'est inscrit dans la Constitution du Cameroun, la loi numéro 56/90 du 19 décembre 90, dont Gankam était dans ses droits, il respectait la loi, il n'était pas armé, et le terroriste qui méprisait la loi... Cela ne répond pas à ma question, Wilfried. Cela ne répond pas à ma question. Ce dont vous parlez de Michel Ndoki ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question. Le jeu de mots... Non, Charlie, il doit répondre à la question que j'ai posée. Je reprends. Non, écoute. Il doit répondre à la question que j'ai posée. Écoute-moi, s'il te plaît. Je reprécise. Tu poses la question, je suis dans la liberté de donner... Oui, mais il ne doit pas me répondre à la question avec ce qui ne concerne pas la question. Écoute, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on tergiverse parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Tu poses ta question, tu laisses Wilfried répondre comme il veut. Tu peux non, pas comme il veut, parce qu'il doit donner la réponse. Il doit donner la réponse qui coïncide avec la question. Non, mais tu ne peux pas lui demander. Il doit répondre. Non, il doit répondre en fonction de la question qui a été posée. Parce que moi, je ne sais pas si vous payez le temps. Si tu ne veux pas respecter le modèle du panel, tu laisses tomber. La question n'a rien à voir avec Michel Ndoki. Non. Je dis, tu lui poses une question, il répond comme il veut. C'est tout. Permets-moi de continuer ce que j'étais en train de dire. Ce que tu fais, c'est de l'inculte. Ne le descendez pas. Je veux rester avec. C'est pour ça que je prends le temps de répondre aux questions. Parce que les gens ne viennent pas pour comprendre. Quand tu dis que la question n'a rien à voir avec Michel Ndoki, tu fais de la sorcellerie. Les cartes de l'ambassade sont une réaction à ce qui est arrivé à Michel Ndoki. En fait, tu ne le savais pas. C'est ça qui vous dérange. Vous ne vous attendez pas à la réponse. Vous pensez qu'ici on fait du blabla. Tu ne t'y attendais pas. Tu ne savais pas que c'était une réaction à ce que Michel Ndoki a subi. Tu avais oublié que ça s'est passé à quelques heures d'intervalle le même jour. C'est pour ça que tu es dérangé, que je ne réponds pas à la question. Parce que tu voulais que j'entre dans un couloir que toi tu avais déjà prédéfini, t'expliquer comment Paul Biya est un bon dirigeant et que les activistes de la diaspora veulent déstabiliser le Cameroun. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est le 26 janvier 2019. Les activistes n'ont pas encore vandalisé l'ambassade. Il y a des marches à Yaoundé qui se déroulent en journée. Et comment les marches se soldent? Le régime de Yaoundé sort des armes et tire sur des êtres humains. Voilà ce qui se passe. Ça s'appelle la chronologie des événements. Maintenant, en réaction, en riposte, en contestation, les activistes, comme tous les activistes partout dans le monde, et je t'ai dit, y compris Nelson Mandela, qui a été adoubé par Paul Biya, qui le cite en héros, c'était les mêmes actes. J'ai pas demandé la cause de ce qui s'est passé. J'ai demandé qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à l'ambassade. Vous condamnez, vous ne condamnez pas. Nelson Mandela vient chercher quoi dans la question? Le Cameroun vient chercher dans la question. Quand on pose la question, ça veut dire quoi? La question est la suivante. Est-ce que vous condamnez l'acte ou vous ne condamnez pas l'acte? C'est ça le problème. Écoute. C'est ça, je te rappelle que la première fois, tu n'as pas parlé de... ta question, Président. Il a compris, mais qu'il arrête de tourner, qu'il ne fasse pas le jeu de mots. C'est le jeu de mots qu'on ne veut pas. Président.
Permets-lui de répondre. Dis-moi, vous pensez faire ça avec qui? Tu penses que quand je vais dire je condamne ou je ne condamne, qu'est-ce que ça change? Soit vous voulez résoudre les problèmes de votre pays, soit vous venez gaspiller votre propre temps de vie. Hein. Donc tu veux que tu viennes, Wilfried, tu condamnes les... Ah oui, je condamne. Et après... Question, parce que c'est vous qui prenez pour le changement. Alors quand il faut changer quelque chose, il faut être logique, il faut être sincère. Il faut changer quelque chose, on respecte les je pense quand même que quand on veut le changement, on doit condamner des actes qui sont posés par certaines personnes, quelle que soit la personne qui commet l'acte, on doit condamner cette personne. Donc c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir que pensez-vous de la casse des ambassades et des vidéos de la base qui sont dehors disant qu'ils financent. Que pensez-vous de la casse des ambassades? Tu t'arrêtes là et tu le laisses répondre. Il n'y a pas de modérateur à cette émission. C'est quoi cette histoire en fait? Et je suis là, Wilfried. Il a posé sa question, donc maintenant tu laisses Wilfried répondre. Je réponds aux questions comme je le décide. Voilà. Si tu as une amnésie qui te fait oublier ce qui s'est passé et que tu penses que tu vas me faire du chanteur, je condamne, je ne condamne pas. Mon ami, je ne condamne rien ici. Je suis en train de t'expliquer ce qui s'est passé le 26 janvier 2010. Tu m'as demandé qu'est-ce que je pense des casses des ambassades. Je t'ai dit, les actes de vandalisme dans l'ambassade sont une réaction aux fusillades sur des êtres humains à Yaoundé. Tu comprends? Je dois parler en quelle langue? On vous parle en français, vous venez vous poser des questions, vous avez le cerveau obtus, fermé, muselé, vous ne voulez même pas entendre la réponse à la question. Dès qu'on n'entre pas dans votre délai, tu n'as pas répondu à la question, voilà, mon ami. Et quand je vais encore poser la question. Il y a 700 personnes qui savent très bien que je réponds à ta question. Donc, et si je pose comme deuxième question... Ouais, ce n'est pas la course. Laisse-moi d'abord répondre à la première. Vous souffrez même de quoi au juste? C'est ça que vous ne venez pas pour écouter la réponse aux questions. Tu cours où? J'ai demandé qu'on te laisse sur le panel. C'est moi qui suis venu volontairement me prêter à l'échange questions-réponses. Donc je peux décider même que je réponds à ta question pendant 30 minutes. Je veux que tu restes là. On va crever l'abcès. Je ne suis pas là pour courir. Deuxième question non. Je vais répondre précisément à la première question. Et je t'ai bien dit de prendre un stylo et de relever. Soit tu choisis d'écouter la réponse, soit tu continues votre roublardise habituelle. Je t'ai dit, je ne condamne en rien les actes de vandalisme des ambassades en 2019 parce que ça ne me concerne pas de 1 et parce que de 2, je sais d'où ça vient et parce que ce n'est rien par rapport à la vie humaine que vous avez souillée le même jour. Je ne peux pas condamner quelqu'un qui a renversé de la paperasse en réaction à des gens qui ont été fusillés. Faut être dérangé mentalement pour... Tu dois plutôt me dire, Wilfried, je me souviens de ce qui s'est passé et qui a conduit les activistes à aller vandaliser les ambassades. C'est le fait que des gens manifestaient pacifiquement, sans armes, on leur a tiré dessus. Tout à l'heure, tu viens jouer les patriotes en me disant comment ça te fait mal que les gens ont perdu leur passeport. Donc des morceaux de carton, du papier, a plus de valeur à tes yeux que la vie elle-même. Paul Biya vous a détruit l'esprit en fait. On a tiré sur des humains, sur des femmes. Ça ne te fait rien. En réponse au fait qu'on a tiré sur des femmes, les gens ont vandalisé des simples morceaux de papier dans l'ambassade. Tu viens nous épuiser le cerveau en nous expliquant que c'est horrible, il faut condamner quoi dedans? Ça fait mal à qui? Tu avais ton passeport là-bas. Dans la même ambassade, on demande aux gens de payer des timbres à 90 €. Et on refuse les paiements électroniques parce qu'on veut voler l'argent. Est-ce que l'ambassade du Cameroun à Paris se trouve dans le 16e arrondissement? C'est l'arrondissement, l'un des arrondissements les plus riches de la capitale française. Toutes les institutions aux alentours ont du paiement électronique. Pour voler l'argent des Camerounais dans l'ambassade du Cameroun, vous voulez le paiement en cash. Ça fait que si on a dit que le timbre est à 10 €, vous facturez à 90 €. Toi, ça ne te dérange pas. Tu veux montrer que tu es très compassionnel envers le passeport des Camerounais qu'on a vandalisé, qu'on a renversé. Un pays se perd quand les citoyens commencent à voir plus de valeur dans les papiers et les tissus. Il y a ton ami ici qui est venu me parler du drapeau, que tel a déchiré le drapeau. Vous, quand on déchire la chair humaine, ça ne vous pose aucun problème. Vos problèmes, c'est on a déchiré le drapeau, on a déchiré le tissu, on a déchiré les passeports. Que représente un passeport devant la vie humaine? C'est incroyable avec vous quand même. Je te dis qu'on a tiré sur des femmes et qu'en réaction à ça, les activistes ont vandalisé les ambassades. Ce sont des actes de contestation politique. Ça existe partout. C'est la réponse du faible à la barbarie du despote. C'est la réponse du peuple à la barbarie des tyrans. C'est ce que le peuple fait quand la loi n'est pas respectée. Ça se voit partout. C'est ce que faisaient les Nelson Mandela, les Ernest Wangé et consorts, les actes de sabotage pour se faire entendre. Vous avez fêté le 8 mars, ta femme a dû fêter le 8 mars il y a quelques jours. Le 8 mars vient du fait que les femmes, pour se faire entendre, commettaient des actes de vandalisme dans les institutions publiques. Ça, c'est l'histoire du monde. Si vous ne la connaissez pas, c'est votre problème. Aujourd'hui, vous en bénéficiez.
Or, ce sont les mêmes actes donc qui sont commis par les actifs. Quelqu'un a tiré sur des gens. Je préfère séjourner avec quelqu'un qui a vandalisé une ambassade que quelqu'un qui a pris son arme et a tiré sur une femme. Faut arrêter la sorcellerie. Donc, ce que je